Si tu viens à la fête avec moi, assure-toi de partir tôt, car je ne veux pas que mes amis te connaissent, dit-elle, comme si je ne représentais rien pour elle. Je répondis calmement, pas de problème du tout. Après cela, elle n'a cessé de me chercher et de se demander où j'étais passé. Mon nom est Benoît Mercier, et je suis marié à Colette depuis 15 ans. 15 ans à bâtir une entreprise de plomberie prospère pendant qu'elle gravissait les échelons chez Dubois et Associés, l'un des cabinets d'avocats les plus prestigieux de la ville. 15 ans à la regarder se transformer de la douce jeune femme que j'avais rencontrée à l'université en quelqu'un que je reconnaissais à peine. L'ironie ne m'échappait pas, je répare des tuyaux cassés pour gagner ma vie, mais je ne pouvais pas réparer ce qui était brisé entre nous. Tout a commencé il y a 6 mois quand Colette a commencé à mentionner plus fréquemment ses amis du travail. Chaque week-end apportait un autre dîner, une autre dégustation de vin, une autre petite réunion où elle rentrait à la maison rayonnante, riant de blagues dont je ne faisais pas partie. Quand je l'interrogeais sur ses amis, elle me repoussait avec des descriptions vagues et changeait de sujet. « Tu ne les trouverais pas intéressants, Benoît ?» disait-elle en ajustant ses boucles d'oreilles de créateur dans le miroir du couloir. Ce ne sont que des gens du droit. Des discussions très ennuyeuses sur le travail. Mais elle n'avait pas l'air ennuyée quand elle en parlait. Elle avait l'air vivante, d'une manière qu'elle n'avait pas eue avec moi depuis des années. Je voulais appartenir à son monde, pas seulement le financer de l'extérieur avec mon revenu d'ouvrier qui, d'une manière ou d'une autre, ne semblait jamais assez bon pour ses goûts. Alors, un jeudi soir, alors qu'elle appliquait du rouge à lèvres pour un autre rassemblement mystérieux, j'ai demandé si je pouvais enfin rencontrer ces personnes qui occupaient tant de son temps. Colette s'est arrêtée, le rouge à lèvres à mi-chemin de sa bouche, et m'a regardé à travers le miroir. Juste un instant, j'ai vu quelque chose vaciller sur son visage. Panique, peut-être, ou calcul. « Oh, Benoît, je ne pense pas que tu apprécierais, » dit-elle, se retournant avec ce sourire professionnel qu'elle utilisait avec les clients difficiles. C'est vraiment juste du travail. Des discussions juridiques très arides sur des affaires et des précédents. Tu t'ennuierais à mourir. Et c'est moi, dis-je, appuyé contre le cadre de la porte. Je pourrais te surprendre. Je lis plus que de simples revues de plomberie, tu sais. Elle rit, mais ça sonnait forcé. Bien sûr que oui, chérie. Je ne voulais pas dire ça comme ça. C'est juste que ces gens peuvent être très intenses concernant leur carrière, très compétitifs. Je ne voudrais pas que tu te sentes mal à l'aise. La façon dont elle a dit « tu » rendait clair que c'était elle qui serait mal à l'aise. Colette, nous sommes mariés. Ce sont tes amis. Ne penses-tu pas qu'il est temps que je les rencontre ? Elle resta silencieuse un long moment, étudiant à nouveau son reflet. Quand elle parla enfin, sa voix avait ce ton prudent et mesuré qu'elle utilisait pour annoncer de mauvaises nouvelles aux clients. « D'accord, dit-elle. Il y a une fête ce samedi chez Anne. Tu peux venir, mais, elle marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. Peut-être pourrais-tu partir un peu tôt. Je sais que tu te fatigues aux événements sociaux, et je détesterais que tu te sentes obligé de rester tard juste à cause de moi. Cela m'a piqué. Je ne me fatiguais pas aux événements sociaux. Je me fatiguais d'être traité comme si je n'y avais pas ma place. Bien sûr, dis-je. Tout ce qui te convient. Elle sourit et m'embrassa la joue, laissant une légère marque de rouge à lèvres que je n'ai pas pris la peine d'essuyer avant qu'elle ne parte. Le samedi arriva avec le genre d'air automnal vif qui rend tout possible. J'ai passé la matinée à travailler sur une rénovation de cuisine pour les Durand, sans lien avec le cabinet de Colette, et je me suis retrouvé à attendre la soirée avec impatience. Peut-être avais-je trop réfléchi. Peut-être Colette était-elle juste protectrice de ses relations professionnelles, essayant de garder ses vies professionnelles et personnelles séparées. C'était raisonnable, n'est-ce pas? Je me suis douché, j'ai mis mon meilleur pantalon beige et la chemise bleue boutonnée que Colette m'avait achetée pour mon anniversaire, et j'ai même utilisé le parfum qu'elle aimait. Quand elle est sortie de notre chambre dans une robe noire que je n'avais jamais vue, j'ai sifflé d'appréciation. « Tu es magnifique, dis-je, sincèrement. »« Merci, » répondit-elle. Mais elle consultait déjà son téléphone. Nous devrions partir bientôt. Anne déteste quand les gens sont en retard. Le trajet jusqu'à la maison d'Anne nous a fait traverser Val des Érables, le genre de quartier où chaque pelouse était professionnellement entretenue et chaque allée abritait des voitures valant plus que les salaires annuels de la plupart des gens. Colette semblait nerveuse, tapant ses ongles manucurés contre la vitre du passager et vérifiant son apparence dans le miroir de courtoisie toutes les quelques minutes.
Souviens-toi juste, dit-elle alors que nous nous garions dans une allée circulaire derrière une Mercedes argentée. Ces gens peuvent être un peu intenses. Ne prends rien personnellement s'ils semblent distants au début. Ils sont juste protecteurs de leur cercle. Leur cercle, ai-je répété. Donc, compris. La maison d'Anne était le genre d'endroit que l'on voit dans les magazines, des lignes épurées et des baies vitrées avec de l'art abstrait sur les murs et des meubles qui semblaient chers mais inconfortables. La femme qui a ouvert la porte était parfaitement apprêtée de cette manière sans effort qui exigeait en réalité un effort énorme, ses cheveux blonds coiffés en vagues souples et son sourire lumineux mais en quelque sorte calculateur. « Colette » s'exclama-t-elle, faisant la bise à ma femme. « Et vous devez être Benoît. J'ai tellement entendu parler de vous. » C'était intéressant, car j'avais à peine entendu parler d'elle. « Que de bonnes choses, j'espère, dis-je en lui tendant la main. Sa poignée de main fut brève et étonnamment froide. « Bien sûr, entrez, entrez. Tout le monde est dans le salon. » La fête battait déjà son plein, peut-être 20 personnes dispersées dans l'espace ouvert, verre de vin à la main, et conversations animées. J'ai immédiatement reconnu le type, le genre de personne qui citait des restaurants que je ne pouvais pas me permettre et discutait de destinations de vacances comme s'il comparait des supermarchés. Colette s'est immédiatement lancée dans une conversation avec une grande femme brune à propos d'une affaire sur laquelle elle travaillait, me laissant maladroitement debout près de l'îlot de cuisine. J'ai pris une bière dans le seau à glace et j'ai essayé d'avoir l'air accessible. « Vous devez être le mari », dit une voix derrière moi. Je me suis retourné pour trouver un homme de mon âge, impeccablement vêtu d'un costume qui valait probablement 1000 €, tenant un martini et m'étudiant avec une curiosité non dissimulée. « Benoît Mercier », dis-je en lui tendant la main. « Julien Clément », répondit-il. Sa poignée de main était ferme mais brève, du genre qui disait qu'il me jaugeait et me trouvait insuffisant. « Colette parle de vous parfois. »« Que de bonnes choses, j'espère. » Julien sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. « Elle dit que vous êtes très pratique. » La façon dont il a dit « pratique » le faisait sonner comme une maladie. Notre conversation fut interrompue par Anne qui tintait son verre de vin avec une fourchette. « Tout le monde, attention, s'il vous plaît. Je veux porter un toast. » La pièce se tut et je me suis retrouvé debout à côté de Colette, qui avait matérialisé à mes côtés avec un verre de vin frais. « Aux amis, » dit Anne en levant son verre. « Aux gens qui nous comprennent, qui soutiennent nos rêves et qui rendent la vie digne d'être vécue. » Tout le monde but, et j'ai remarqué plusieurs personnes regardant Colette avec des sourires complices. Elle rayonnait, plus radieuse que je ne l'avais vue depuis des mois. La soirée continua, je jouant le rôle de l'étranger. J'ai fait de la petite conversation sur le sport avec quelques hommes, discuté du marché immobilier avec le mari de quelqu'un qui travaillait dans l'immobilier, et j'ai généralement essayé d'être agréable et discret. Colette virevoltait dans la pièce comme un papillon, riant de blagues que je n'entendais pas et touchant les bras des gens de cette manière familière qui suggérait que ces relations étaient plus profondes que de simples amitiés professionnelles. Vers 21h30, elle apparut à mon coude. « Chérie », dit-elle, sa voix douce, mais avec une fermeté sous-jacente. « Tu as l'air fatigué. Peut-être devrais-tu rentrer à la maison. Je peux prendre un taxi avec Anne plus tard. » J'ai regardé autour de la pièce. La fête battait son plein. Les gens devenaient plus bruyants et plus animés, et je n'étais pas fatigué du tout. Mais je pouvais lire le sous-texte de sa suggestion. « Bien sûr, dis-je. Pas de problème du tout. » J'ai fait le tour, remerciant Anne de son hospitalité et disant au revoir aux personnes que j'avais rencontrées. Colette m'a accompagné jusqu'à la porte, et je l'ai embrassée sur la joue devant ses amis. « Je te vois à la maison, dis-je. »« Ne m'attends pas, répondit-elle. Tu sais comment ça se passe. » J'ai marché jusqu'à mon camion, démarré le moteur et roulé jusqu'au bout de la rue. Puis je me suis garé, j'ai éteint les lumières et j'ai attendu. 20 minutes plus tard, je suis retourné à la maison d'Anne et j'ai glissé sur le côté du jardin. L'aménagement paysager était assez élaboré pour offrir beaucoup de couverture, et les baies vitrées qui semblaient si impressionnantes plus tôt me servaient maintenant, me donnant une vue dégagée sur le salon. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. La fête avait changé en mon absence. Les conversations étaient plus intimes maintenant. Les gens se regroupaient en petits groupes, et il y avait une énergie dans la pièce qui n'était pas là auparavant. Colette se tenait près de la cheminée, animée et riante. Mais elle n'était pas seule. Julien Clément avait la main sur le bas de son dos.
Je les regardais se pencher vers lui, leur tête proche alors qu'il parlait. Je les regardais alors qu'il lui murmurait quelque chose à l'oreille qui la fit rire en jetant la tête en arrière. Je les regardais alors qu'elle touchait sa poitrine d'un geste indéniablement intime. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr que quelqu'un l'entendrait, mais je ne pouvais pas détourner le regard. C'était ma femme, la femme que j'avais aimée pendant 15 ans, la femme avec qui j'avais bâti une vie, et elle agissait comme une personne complètement différente. Elle le voit depuis des mois, dit une voix derrière moi. Je me suis retourné pour trouver une femme que je ne reconnaissais pas debout dans l'ombre du jardin. Elle était plus âgée, peut-être 60 ans, avec des cheveux argentés et le genre de visage qui suggérait qu'elle avait assez vu de la vie pour ne pas être surprise par ses cruautés. « Excusez-moi » réussis-je à dire. « Vous êtes le mari » dit-elle. Ce n'était pas une question. Je suis Marguerite Lambert. J'habite à côté. Je regarde ce petit drame se dérouler depuis des semaines. Je ne comprends pas. Marguerite s'approcha et je pus voir de la sympathie dans ses yeux. La voiture de Julien est ici 3 nuits par semaine quand vous travaillez tard. Parfois 4. Il pense être discret, mais ses fenêtres ne laissent pas beaucoup de place à l'imagination. Je me sentais comme si je me noyais. Depuis combien de temps? Depuis l'été, peut-être juin. Cela a commencé par des rendez-vous café, puis des déjeuners, puis, elle fit un geste vers la maison. Ça. À travers la fenêtre, j'ai regardé Colette et Julien se diriger vers l'arrière de la maison, loin des autres invités. Plusieurs personnes l'ont remarqué et ont échangé des regards entendus. « Pourquoi me dites-vous cela » demandai-je. Marguerite resta silencieuse un instant. « Parce que j'ai été mariée à un tricheur pendant 30 ans, et je sais ce que l'on ressent d'être le dernier à savoir. Parce que vous semblez être un homme décent qui mérite mieux. Et parce que cette femme vous ment au visage depuis des mois tout en jouant la comédie avec son petit ami devant la moitié de la communauté juridique. » Son petit ami, répétai-je, hébété. Oh, oui, c'est un secret de polichinelle dans leur cabinet. Tout le monde le sait, sauf vous. J'ai pensé à toutes les nuits tardives que Colette avait justifiées par des urgences professionnelles, à toutes les conférences de week-end qui semblaient surgir à la dernière minute, à toutes les fois où elle était rentrée rayonnante et pleine d'énergie. Affirmant avoir eu des percées sur des dossiers difficiles. Que dois-je faire, demandai-je, bien que je ne sois pas sûr de savoir pourquoi je posais la question à une inconnue. Marguerite m'étudia un instant. Cela dépend du genre d'homme que vous êtes. Le genre qui prétend n'avoir jamais vu ça et passe le reste de sa vie à se demander ce qu'il ne sait pas d'autre, ou le genre qui décide qu'il vaut mieux que d'être le secret honteux de quelqu'un. Avant que je puisse répondre, la porte arrière de la maison s'ouvrit, et Colette et Julien sortirent sur la terrasse. Ils se tenaient la main. Je me suis accroupi derrière la haie, mon cœur battant la chamade contre mes côtes. Ils étaient peut-être à 6 mètres, assez près pour que j'entende clairement leur voix. « Je déteste que nous devions nous cacher comme ça » disait Colette. « Je suis fatigué de faire semblant. »« Ce ne sera pas long » répondit Julien en la tirant plus près. « Une fois l'affaire Fournier réglée et que je serai associé, nous pourrons être plus ouverts. Ton mari devra bien accepter la réalité un jour. »« Benoît n'est pas stupide, » dit Colette. « Il va le découvrir bientôt. »« Et alors ? Que va-t-il faire ? Me combattre ? » Julien rit. Il répare des toilettes pour gagner sa vie. Il devrait être reconnaissant que quelqu'un comme moi veuille te débarrasser de lui. La cruauté désinvolte de cette déclaration me frappa comme un coup physique. Il ne s'agissait pas seulement de l'infidélité de Colette. Il s'agissait de la façon dont ils me considéraient tous les deux comme quelque chose de moins qu'humain, un obstacle à gérer plutôt qu'une personne dont ils détruisaient la vie. « Il faut quand même faire attention » dit Colette. Le divorce sera déjà assez compliqué sans lui donner des munitions. Le divorce ? La voix de Julien s'éclaira d'intérêt. J'y ai pensé plus sérieusement, surtout après ce soir. Le voir essayer de s'intégrer avec nos amis était douloureux. Il est tellement ordinaire. Je l'ai dépassé, Julien. J'ai dépassé toute cette vie. Ils s'embrassèrent alors, longuement et profondément, et je dus fermer les yeux devant cette scène. Quand je les rouvris, ils retournaient vers la maison, la main de Julien posée possessivement sur la hanche de Colette. Marguerite était toujours debout à côté de moi, l'expression sombre. « Je suis désolé que vous ayez eu à entendre ça, dit-elle. »« Non, dis-je,
surpris par la fermeté de ma propre voix. Je suis content de l'avoir fait. Maintenant je sais exactement où j'en suis. Que ferez-vous? J'ai regardé la maison, la lumière chaude filtrant des fenêtres et les silhouettes des gens qui avaient passé la soirée à me traiter comme un intrus indésirable dans la vie de ma propre femme. Des gens qui riaient derrière mon dos depuis des mois, regardant Colette étaler son aventure devant eux, pendant que je travaillais 60 heures par semaine pour payer ses vêtements de créateur et ses goûts coûteux. Je vais leur rappeler que les gens ordinaires peuvent être extraordinaires quand ils sont poussés trop loin, dis-je. Marguerite sourit et pour la première fois, elle eut l'air vraiment satisfaite. Tant mieux pour vous. Je suis retourné à mon camion, l'esprit déjà en pleine effervescence. Colette se croyait si intelligente, si sophistiquée, tellement supérieure à son mari ouvrier. Elle et Julien pensaient que j'étais trop ordinaire, trop pratique, trop insignifiant pour être une vraie menace. Ils étaient sur le point d'apprendre à quel point ils se trompaient. Je ne suis pas rentré chez moi cette nuit-là. Au lieu de cela, je me suis rendu à la salle de boxe de Rémi, le seul endroit en ville où je pouvais penser clairement. Rémi Duval était mon ami depuis le lycée, quand nous n'étions tous les deux que des gamins de la classe ouvrière avec plus d'ambition que d'opportunité. Il avait transformé son amour de la boxe en une salle de sport prospère, et j'avais bâti mon entreprise de plomberie à partir de rien. Nous nous comprenions d'une manière qui ne nécessitait pas d'explication. La salle était fermée, mais j'avais une clé. Rémi me l'avait donnée il y a des années quand je traversais une période difficile avec un client exigeant et que j'avais besoin de me défouler. Je n'en avais jamais eu autant besoin qu'à ce moment-là. J'ai passé 2 heures à frapper le sac de frappe jusqu'à ce que mes jointures soient à vif et ma chemise trempée de sueur. À chaque coup, je voyais le visage suffisant de Julien, j'entendais le rejet désinvolte de Colette de nos 15 ans de mariage, je ressentais l'humiliation d'être traité comme un sale secret par des gens qui n'existeraient pas sans l'argent que je gagnais en résolvant leurs problèmes de plomberie. Au moment où j'ai eu fini, ma rage s'était cristallisée en quelque chose de plus froid et de plus utile, un plan. Colette voulait jouer. Bien. Mais elle avait joué selon ses règles pendant trop longtemps. Il était temps de changer la donne. Je suis rentré vers minuit pour trouver la maison sombre et vide. La voiture de Colette n'était pas dans l'allée, ce qui signifiait qu'elle était toujours à la fête, ou ailleurs avec Julien. Je ne me suis pas permis de trop réfléchir à cette possibilité. Au lieu de cela, je suis allé dans mon bureau à domicile et j'ai allumé mon ordinateur. Si Colette pensait que j'étais trop ordinaire pour être une menace, elle avait clairement oublié que la gestion d'une entreprise prospère exigeait plus que la simple réparation de tuyaux. Cela exigeait de comprendre les gens, de gérer l'argent et de savoir comment recueillir des informations. J'ai commencé par Julien Clément. Une recherche rapide sur Internet a révélé qu'il était bien associé chez Dubois et Associés, spécialisé en droit des sociétés. Il avait obtenu son diplôme de droit il y a 5 ans, ce qui le rendait plus jeune que Colette et moi, un détail qui piquait plus que je ne voulais l'admettre. Son profil LinkedIn était rempli des fanfaronnades professionnelles habituelles, mais ce qui a retenu mon attention, c'était un message récent concernant sa promotion au poste d'associé principal. C'était intéressant. Colette n'avait jamais mentionné que Julien avait été promu. J'ai creusé davantage en utilisant le genre de recherche de dossiers publics que j'avais appris à faire lors de la vérification de clients commerciaux potentiels. Julien vivait dans un appartement en centre-ville qui coûtait plus cher que la plupart des maisons des gens. Il conduisait une Mercedes qui avait moins d'1 an. Et selon ses profils de réseaux sociaux, il menait un style de vie qui semblait coûteux même pour un avocat qui réussissait. Trop coûteux, peut-être. J'ai pris quelques notes et je suis passé à la recherche sur Anne, dont le nom de famille s'est avéré être Dupont. Elle était associée dans un autre cabinet, divorcée, avec une réputation de tactique de litige agressive. Sa maison valait plus d'1 million d'euros, et elle semblait organiser ses fêtes régulièrement, d'après les photos dispersées sur son compte Instagram. Des photos que j'ai remarquées mettaient Colette en évidence au cours des derniers mois. J'ai parcouru des mois d'images, observant la transformation de ma femme en temps réel. Elle était là lors de dégustations de vin, d'ouverture de galeries d'art, d'enchères caritatives, tous des événements dont je n'avais jamais entendu parler, tous en compagnie de personnes que je n'avais jamais rencontrées. Dans les premières photos, elle avait l'air un peu déplacée, comme quelqu'un qui essayait trop fort de s'intégrer. Mais au fil des mois, elle est devenue plus confiante, plus à l'aise, plus comme la personne que j'avais vue ce soir-là. Et sur les photos les plus récentes, Julien était toujours à proximité. J'étais tellement absorbé par mes recherches que je n'ai pas entendu Colette rentrer.
Le bruit de ses talons sur le parquet m'a fait rapidement fermer le navigateur et passer à un catalogue de fournitures de plomberie. Benoît. Sa voix était légèrement pâteuse. Que fais-tu debout? Je n'arrivais pas à dormir, dis-je en me retournant sur ma chaise. Comment s'est passée la fin de la fête? Elle était appuyée contre le cadre de la porte, ses cheveux en bataille et son rouge à lèvres disparu. Sa robe était froissée de manière à suggérer qu'elle avait été enlevée puis remise. Bien, dit-elle. Juste les discussions habituelles d'avocat. Tu as eu raison de partir quand tu l'as fait. Oui, dis-je. Je suis très pratique de cette façon. Quelque chose a vacillé dans ses yeux à mon choix de mots, mais elle était trop ivre pour s'y attarder. Je vais me coucher, annonça-t-elle. Ne reste pas debout trop tard. Je te suis juste après. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté debout jusqu'à l'aube, planifiant mes prochains mouvements avec la même approche méthodique que j'utilisais pour diagnostiquer des problèmes de plomberie complexes. Il fallait comprendre le système avant de pouvoir le réparer ou le briser. Colette voulait me garder comme son sale petit secret pendant qu'elle jouait à la famille avec Julien. Bien, mais les secrets avaient une façon de se révéler quand on savait quel tuyau secouer. Le lendemain matin, Colette a dormi jusqu'à près de midi, sortant de la chambre avec une gueule de bois et une expression coupable qu'elle a essayé de cacher derrière des plaintes à propos du café trop faible. Je pense à rejoindre le club de golf, a-t-elle annoncé au petit déjeuner, ne me regardant pas dans les yeux. Anne pense que ce serait bon pour le réseautage. Le club de golf coûte 15 000 € par an, dis-je doucement. C'est un investissement pour ma carrière, Julien dit. Elle se corrigea, mais pas assez vite. Julien dit quoi? Rien. Juste que les relations professionnelles sont importantes dans mon domaine. Je suis sûr qu'elles le sont. J'ai pris une gorgée de mon café apparemment insuffisant. Quand veux-tu aller le voir? Elle cligna des yeux, clairement surprise par mon accord facile. Vraiment? Ça ne te dérange pas, Colette? Si c'est important pour ta carrière, alors c'est important pour moi. Nous sommes une équipe, tu te souviens? La culpabilité sur son visage était presque comique. Presque. Merci, dit-elle doucement. Je sais que l'argent est serré avec l'entreprise et tout. Nous y arriverons, la rassurai-je. J'y arrive toujours. Cet après-midi-là, pendant que Colette soignait sa gueule de bois avec une journée au spa, j'ai rendu visite à Dubois et Associés. Pas pour causer des ennuis, pas encore, mais pour mieux comprendre l'environnement où ma femme passait ses journées, et où mon mariage était apparemment mort. La réceptionniste était une jeune femme nommée Jessica, qui a reconnu mon nom quand je me suis présenté. « Oh, vous êtes le mari de Colette, dit-elle gaiement. Elle parle de vous tout le temps. Que de bonnes choses, j'espère. Bien sûr. Elle est si fière de votre entreprise. Elle racontait justement à Julien hier ce grand contrat commercial que vous avez décroché. C'était une nouvelle pour moi. Colette ne m'avait jamais interrogé sur le contrat commercial et je ne lui en avais jamais parlé. Julien, dis-je d'un ton désinvolte. Julien Clément. C'est l'un de nos associés principaux. Vraiment un type sympa. Lui et Colette travaillent beaucoup ensemble sur les dossiers d'entreprise. Je vois. Est-il là? J'aimerais le rencontrer. L'expression de Jessica changea légèrement. Oh, il est au tribunal aujourd'hui, mais je suis sûr que Colette pourrait vous présenter un de ces jours. La façon dont elle l'a dit suggérait qu'une telle introduction serait gênante pour des raisons que je n'étais pas censé comprendre. Je suis sûr qu'elle le fera, acquiesçai-je. Eh bien, je devrais vous laisser retourner à votre travail. Je voulais juste déposer ces fleurs pour Colette. Je lui tendis un bouquet que j'avais acheté à l'épicerie. Rien d'extravagant, juste le genre de geste ordinaire qu'un mari ordinaire pourrait faire. Comme c'est gentil, s'exclama Jessica. Elle va adorer. Je l'espère. Nous traversons une période un peu difficile, et j'essaie d'être plus romantique. L'expression de Jessica devint mal à l'aise. Oh, je suis désolé d'entendre ça. Les mariages, vous savez, parfois il faut se battre pour ce qui est important. J'ai laissé les fleurs à Jessica et je suis sorti du bâtiment, satisfait que mon message atteigne les bonnes personnes. À la fin de la journée, la moitié du bureau saurait que le mari de Colette faisait des gestes romantiques et parlait de se battre pour son mariage. Laissez-les ruminer cela un moment.
Les jours suivants se sont déroulés dans une étrange sorte de théâtre domestique. Colette et moi avons suivi les mouvements de notre routine normale. Elle travaillait tard. Je gérais mon entreprise. Nous avons eu des conversations polies sur des sujets banals pendant le dîner. Mais sous la surface, tout avait changé. Je la regardais différemment maintenant, remarquant des choses que j'avais précédemment négligées. La façon dont elle consultait son téléphone constamment et souriait à des messages qu'elle ne partageait pas. La façon dont elle avait commencé à porter du parfum au travail alors qu'elle ne s'en était jamais préoccupée auparavant. La façon dont elle parlait de ses collègues avec une familiarité qui suggérait des relations bien plus profondes qu'une courtoisie professionnelle. Et elle me surveillait aussi, même si elle pensait être subtile à ce sujet. Je l'ai surprise en train de m'étudier devant son café du matin, son expression perplexe, comme si elle essayait de résoudre un problème qu'elle ne parvenait pas à identifier. Les fleurs avaient clairement fait d'impression. Jessica devait avoir transmis mon message avec le bouquet parce que Colette est rentrée ce soir-là avec une luminosité forcée qui ne masquait pas tout à fait son anxiété sous-jacente. « Merci pour les fleurs », dit-elle en m'embrassant la joue avec ce qui ressemblait plus à une obligation qu'à de l'affection. Elles étaient magnifiques. J'ai pensé que tu les aimerais. Je sais que je n'ai pas été très romantique dernièrement. Tu n'as pas besoin de, commença-t-elle, puis s'arrêta. Je veux dire, elles étaient adorables, très attentionnées. J'ai beaucoup réfléchi à nous ces derniers temps, continuai-je, me glissant dans le rôle du mari inquiet essayant de sauver son mariage. À la façon dont nous pourrions nous reconnecter. Peut-être devrions-nous prévoir des vacances, juste nous deux. La panique qui traversa son visage fut rapidement réprimée, mais pas assez vite. Des vacances, ça me plairait, dit-elle prudemment. Mais le travail est vraiment fou en ce moment. Peut-être dans quelques mois quand les choses se calmeront. Bien sûr, je comprends à quel point ton travail est exigeant. Toutes ces nuits tardives et ces réunions de week-end. Exactement. Elle sembla soulagée que je sois si compréhensif. Tu sais comment c'est dans le droit. Les clients ne se soucient pas de ton emploi du temps personnel. En parlant de ça, tu as mentionné Julien l'autre jour. J'aimerais le rencontrer un de ces jours. Il a l'air d'être un gars intéressant. Colette devint très immobile. Pourquoi voudrais-tu rencontrer Julien? Eh bien, tu travailles si étroitement avec lui. J'ai l'impression que je devrais connaître les personnes importantes dans ta vie. C'est juste un collègue, Benoît. Je ne pense pas que vous ayez grand-chose en commun. Tu pourrais être surprise. Je suis plus adaptable que les gens ne le pensent. Cette nuit-là, Colette prétendit devoir travailler tard sur un mémoire qui devait être rendu le matin. Elle quitta la maison à 7h30, vêtue d'une jupe noire et d'un chemisier en soie qui semblait excessif pour une soirée au bureau. J'ai attendu 1 heure, puis j'ai conduit jusqu'au centre-ville et me suis garé en face de l'immeuble de Julien. Bien sûr, la voiture de Colette était dans le parking visiteur. Je suis resté là pendant 3 heures à regarder les lumières dans l'appartement de Julien, pensant à la vie que ma femme construisait sans moi. Vers 23 heures, je les ai vus sur le balcon, en silhouette contre la lumière chaude de l'intérieur. Ils tenaient des verres de vin et se tenaient proches, et même de loin, leur langage corporel racontait une histoire d'intimité et de confort. Ce n'était pas juste une aventure. C'était une relation. Quand Colette est finalement rentrée à minuit, je l'attendais dans le salon avec une tasse de café et une expression inquiète. « Comment s'est passé le mémoire ?» demandai-je. « Bien, dit-elle, ne me regardant pas dans les yeux. Longue nuit, mais nous l'avons terminé. Nous, l'équipe, tu sais, tout le monde qui travaillait sur l'affaire. D'accord. L'équipe. Elle se dirigea vers l'escalier, puis s'arrêta. Benoît, ça va? Tu agis bizarrement ces derniers temps. Bizarrement comment? Je ne sais pas. Plus attentif, je suppose. C'est agréable, mais aussi, elle laissa sa phrase en suspens. Aussi quoi? Rien. Je suis juste fatigué. Bonne nuit. J'ai écouté ses pas dans l'escalier, entendu la porte de la chambre se refermer, et j'ai souri à moi-même. Elle commençait à ressentir la pression, à réaliser que sa vie soigneusement compartimentée développait des fissures. Le lendemain matin, l'occasion que j'attendais se présenta. Colette avait une comparution matinale au tribunal, ce qui signifiait qu'elle quittait la maison avant 7 heures. J'ai appelé pour me déclarer malade pour mon premier travail de la journée et j'ai conduit jusqu'à Dubois et Associés,
arrivant juste à l'ouverture du bureau. Julien Clément était plus facile à repérer que je ne l'avais imaginé. Il était exactement comme Marguerite l'avait décrit, grand, bien habillé, avec ce genre de prestance confiante qui vient de ne jamais avoir à douter de sa place dans le monde. Je l'ai regardé garer sa Mercedes et entrer dans le bâtiment comme s'il en était le propriétaire. J'ai attendu l'heure du déjeuner, puis je me suis posté dans le café d'en face. Bien sûr, Julien est sorti à 12h30 et s'est dirigé dans ma direction. J'ai chronométré ma sortie parfaitement, heurtant-le juste devant la porte du café. « Excusez-moi, dis-je, puis j'ai fait semblant de le reconnaître. « Attendez, n'êtes-vous pas Julien Clément ?» Il parut perplexe mais hocha la tête. « Oui. Nous connaissons-nous ?» Benoît Mercier, dis-je en lui tendant la main. Le mari de Colette. La couleur a quitté son visage si rapidement que j'ai failli avoir pitié de lui. Presque. « Oh, dit-il, la voix soigneusement contrôlée. Heureux de vous rencontrer enfin. Colette vous a mentionné. Que de bonnes choses, j'espère. Bien sûr. Sa poignée de main était faible, distraite. Je suis désolé, je suis en fait en retard pour une réunion déjeuner. Pas de problème, dis-je gaiement. Peut-être pourrions-nous prendre un verre un de ces jours. Colette parle toujours de la façon dont elle aime travailler avec vous. Ce serait bien. Je devrais vérifier mon emploi du temps. Je suis sûr que vous le ferez. Eh bien, ne me laissez pas vous retenir de votre réunion. Je l'ai regardé s'éloigner, remarquant la façon dont il a immédiatement sorti son téléphone, sans doute pour appeler Colette et lui rapporter notre rencontre. Bien. Laissez-les paniquer un peu. Ce soir-là, Colette est rentrée tôt et a suggéré que nous allions dîner, juste nous deux. Elle a choisi un restaurant cher en centre-ville, le genre d'endroit où nous allions rarement à cause du coût. C'est agréable, dis-je alors que nous nous installions dans notre banquette. Quelle est l'occasion ? Ai-je besoin d'une occasion pour dîner avec mon mari ? Bien sûr que non. Je suis juste surpris. Tu as été si occupé par le travail dernièrement. Colette tripota son verre de vin. Je sais que oui. Je suis désolé pour ça. Peut-être que je t'ai pris pour acquis. Vraiment ? Je pense que nous nous sommes tous les deux pris pour acquis. Je veux dire, tu as peut-être raison. Nous avons commandé nos repas et fait de la petite conversation sur des sujets sûrs. Le temps, les nouvelles locales, un film que nous avions tous les deux vu, mais sous la conversation agréable, je pouvais sentir la tension de Colette comme un fil électrique. Finalement, alors que nous terminions notre plat principal, elle aborda ce qui était vraiment dans son esprit. « Julien a mentionné qu'il t'a rencontré aujourd'hui », dit-elle d'un ton désinvolte. « Oh, oui. Un type sympa. Très raffiné. Il a dit que tu lui avais suggéré de prendre un verre un de ces jours. » Vraiment ? J'étais juste amical. Pourquoi ça te dérangerait ? Colette choisit ses mots avec soin. C'est juste que mélanger les relations professionnelles et personnelles peut devenir compliqué. Comment ça ? Eh bien, toi et Julien n'avez pas vraiment grand-chose en commun. Ça pourrait être gênant. Parce qu'il est avocat et que je suis plombier. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors que voulais-tu dire, Colette ? Elle resta silencieuse un long moment, fixant son saumon à moitié fini. Quand elle releva les yeux, ils étaient brillants de larmes contenues. Je voulais dire que certaines choses sont mieux gardées séparées, dit-elle finalement. Comme tes amis du travail et ton mari. Benoît, s'il te plaît, ne rends pas ça plus difficile que ça ne doit l'être. Rendre quoi plus difficile ? Mais elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle fit signe pour l'addition et passa le reste de la soirée en silence. Cette nuit-là, allongé dans le lit à côté de ma femme pendant qu'elle faisait semblant de dormir, j'ai réalisé que nous avions franchi une ligne. La conversation au dîner avait été notre dernière chance d'avoir une discussion honnête sur ce qui arrivait à notre mariage, et elle avait choisi de continuer à mentir. Bien. Si Colette voulait jouer, j'étais prêt à lui montrer ce qui arrivait quand les gens ordinaires décidaient d'arrêter d'être polis. La phase suivante de mon plan exigeait de la patience et de la précision. Colette se croyait si astucieuse, gérant sa double vie avec un emploi du temps minutieux et des mensonges élaborés. Mais chaque système avait des vulnérabilités si l'on savait où chercher. J'ai commencé par l'argent. En tant que propriétaire d'entreprise prospère,
j'avais appris il y a longtemps à tenir des registres financiers détaillés. Nos comptes joints, nos cartes de crédit, nos investissements. J'avais accès à tout, et Colette n'avait jamais pris la peine de prêter attention aux détails. Elle gagnait bien sa vie, mais elle dépensait encore plus vite, supposant que je serais toujours là pour couvrir les manques avec mon revenu d'ouvrier. Il était temps de changer cette dynamique. J'ai commencé petit, en transférant de l'argent de notre compte courant joint vers mon compte professionnel. Rien de dramatique, juste assez pour faire rebondir les paiements automatiques de ses cartes de crédit. Quand elle a appelé pour s'enquérir, j'ai exprimé ma confusion et promis de m'en occuper. La banque a dû faire une erreur, dis-je. Je vais arranger ça. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je l'ai laissé se débrouiller pour couvrir les paiements elle-même, la regardant réaliser pour la première fois depuis des années que son style de vie avait un coût. Ensuite, j'ai commencé à tout documenter. L'emploi du temps de Colette, ses mensonges sur les soirées tardives au travail, la corrélation entre ses dîners d'affaires et les publications de Julien sur les réseaux sociaux. J'ai engagé un détective privé, non pas parce que j'avais besoin de preuves de l'affaire, mais parce que je voulais une documentation professionnelle qui tiendrait en cours. La détective était une ancienne policière nommée Sarah Lee, spécialisée dans les affaires domestiques. Elle était minutieuse, discrète et sans aucune sympathie pour les épouses infidèles. « Depuis combien de temps cela dure-t-il » demanda-t-elle après que je lui ai expliqué la situation. « Au moins 6 mois que je sache, probablement plus longtemps. »« Et vous voulez une documentation complète ?» ?»« Tout. L'aventure, les mensonges, l'impact financier de sa tromperie. Je veux un tableau complet. » C'est intelligent. Trop de gens laissent l'émotion guider leurs décisions dans des situations comme celle-ci. Vous pensez clairement. J'ai eu le temps de passer la partie émotionnelle. Lee leva un sourcil. Vraiment ? Parce que d'après mon expérience, la partie émotionnelle ne fait que commencer. Elle avait raison, mais pas de la manière qu'elle attendait. Ma colère avait évolué au-delà de la simple blessure de la trahison. Maintenant, c'était quelque chose de plus froid et de plus ciblé, une détermination à montrer à Colette et Julien qu'ils avaient sous-estimé la mauvaise personne. Pendant que Lee recueillait des preuves, j'ai commencé la campagne sociale. Cela a commencé par des conversations informelles à la salle de sport, au magasin de bricolage, au café, où je prenais mon déjeuner entre 2 travaux. Rien de dramatique, juste un homme qui travaillait partageant ses préoccupations concernant son mariage avec des gens qui le connaissaient depuis des années. Colette a travaillé beaucoup de nuits tardives dernièrement, avais-je mentionné à Rémi pendant que nous nous entraînions sur le sac de frappe. Je commence à me demander s'il n'y a pas autre chose. Tu penses qu'elle te trompe ? Rémi n'était pas du genre à tourner autour du pot. Je ne sais pas. J'espère que non, mais elle agit différemment, distante, comme si elle avait des secrets. La nouvelle se répandit vite dans une ville comme la nôtre, surtout quand il s'agissait de quelqu'un comme Colette, qui n'avait pas caché son ambition de s'élever au-dessus de ses origines ouvrières. Les gens se souvenaient quand elle n'était qu'une autre jeune femme de la classe ouvrière sortant avec un plombier. Ils se souvenaient comment elle avait changé à mesure que sa carrière avançait, comment elle avait commencé à agir comme si elle était meilleure que la communauté qui l'avait soutenue. Il n'était pas particulièrement sympathique à sa situation actuelle. La vraie percée est survenue lorsque Lee a appelé avec son rapport préliminaire. Votre femme a définitivement une liaison avec Julien Clément, a-t-elle confirmé. Mais ce n'est pas la partie la plus intéressante. Que voulez-vous dire ? Je veux dire que Julien Clément a de sérieux problèmes financiers. Son style de vie est complètement insoutenable avec son salaire, même avec la récente promotion. Il a des dettes de jeu, des dettes de cartes de crédit, et il est à environ 3 mois de perdre son appartement chic. Alors, il utilise Colette. Il semble que oui. Elle a payé beaucoup de leurs rendez-vous, réglé des additions de restaurants, et même couvert son paiement de voiture le mois dernier. J'ai les relevés de cartes de crédit. Cela expliquait beaucoup de choses. Julien ne me volait pas seulement ma femme. Il me volait mon argent pour le faire. Il y a plus, continua Lee. Anne Dupont, la femme qui organise ces fêtes, elle a encouragé l'aventure, poussant activement votre femme vers Julien et loin de vous. Pourquoi ferait-elle ça ? Je travaille encore sur cette partie, mais elle n'est certainement pas juste une amie innocente. Tout cela semble orchestré. Orchestré. C'était un choix de mots intéressant. Continuez à creuser, lui dis-je. Je veux tout savoir.
Cette nuit-là, Colette rentra tôt pour la première fois depuis des semaines, l'air échevelé et anxieux. Il faut qu'on parle, dit-elle sans préambule. De quoi? De nous. De notre mariage. De tout. Je posai la facture de plomberie que j'étais en train d'examiner et lui accordai toute mon attention. Je vous écoute. Elle s'assit en face de moi, les mains serrées dans son giron. Benoît, je pense que nous savons tous les deux que les choses n'allaient pas bien entre nous depuis un moment. Vraiment? Ne rends pas ça plus difficile que ça ne doit l'être. Nous nous sommes éloignés. Nous voulons des choses différentes. Nous sommes devenus des personnes différentes. Tu es devenu une personne différente, corrigez-je. Je suis toujours le même homme que tu as épousé. C'est une partie du problème. La cruauté désinvolte de cette déclaration plana dans l'air entre nous. Alors, qu'est-ce que tu dis, Colette? Que tu veux divorcer? Je pense que ce serait mieux pour nous deux. Nous deux? Ou vous deux? Elle tressaillit. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Je pense que si. Nous nous sommes regardés à travers la table de la cuisine. 15 ans de mariage réduits à ce moment d'honnêteté brutale. Il y a quelqu'un d'autre, dit-elle finalement. Je sais. Tu sais? Colette, je le sais depuis des semaines. La question est de savoir si tu vas continuer à mentir ou si nous allons avoir une vraie conversation. Elle resta silencieuse pendant longtemps, et quand elle parla à nouveau, sa voix était à peine un murmure. Il s'appelle Julien. Nous travaillons ensemble. C'est juste arrivé. Des choses comme ça n'arrivent pas simplement. Tu fais des choix. Tu as raison. J'ai fait des choix et je suis désolé que tu aies été blessé, mais je ne peux plus faire semblant. Je ne peux plus vivre ce mensonge. Tu veux dire que tu ne peux plus vivre avec moi? Benoît, s'il te plaît, essaie de comprendre. Oh, je comprends parfaitement. Tu as dépassé ton mari ordinaire. Tu veux quelqu'un de plus sophistiqué, de plus réussi, de plus digne de la personne que tu es devenue. Ce n'est pas, c'est exactement ce que c'est. Et tu sais quoi? Tu as raison. Tu m'as dépassé. Tu es devenu quelqu'un que je ne reconnais pas. Quelqu'un qui ment à son mari au visage pendant des mois tout en dépensant son argent pour son petit ami. Le visage de Colette devint blanc. Comment ai-je découvert les paiements par carte de crédit, les factures de restaurant, le fait que tu finançais le style de vie de Julien tout en me disant que nous devions réduire nos dépenses? Benoît, je peux expliquer. Je suis sûr que tu peux. Tu es avocate. Expliquer des vérités gênantes, c'est ce que tu fais pour vivre. Je me suis levé, soudain fatigué de toute cette mascarade. Voici ce qui va se passer, dis-je. Tu vas faire ta valise et aller loger chez Annou Julien ou chez qui que ce soit qui t'accueillera. Demain, tu appelleras un avocat spécialisé dans les divorces. Ton propre avocat, pas quelqu'un de ton cabinet, et nous allons mettre fin à ce mariage avec la dignité que nous pourrons sauver. Et la maison? Nos finances? Il y a tant de choses à régler. Nous les réglerons, mais pas ce soir. Ce soir, je veux que tu sois parti. Colette me regarda comme si j'étais un étranger. Je n'aurais jamais cru que tu serais comme ça. Comme quoi? Si froid, si calculateur. J'ai failli rire. Colette, tu as passé 6 mois à planifier de me quitter tout en faisant semblant que tout allait bien. Tu m'as menti, trompé et volé pendant que je travaillais 60 heures par semaine pour soutenir ton style de vie, et tu penses que c'est moi qui suis calculateur? Elle n'eut aucune réponse à cela. 1 heure plus tard, je l'ai regardé faire sa valise avec des mains tremblantes, sa façade confiante se fissurant enfin sous le poids de ses propres choix. Quand elle eut fini, elle se tint dans l'embrasure de ce qui avait été notre chambre, l'air perdu. Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça, dit-elle. Mais tu n'es pas désolé que ça se soit passé. Elle envisagea de mentir. Je pouvais voir l'impulsion traverser son visage, mais elle secoua finalement la tête. Non, dit-elle. Je ne suis pas désolé. Alors nous nous comprenons. Après son départ, je me suis versé un verre et me suis assis dans ma maison vide, pensant aux gens ordinaires et aux circonstances extraordinaires. Colette pensait avoir gagné, avoir réussi à échanger son mari ouvrier contre son amant sophistiqué. Elle n'avait aucune idée que le jeu ne faisait que commencer.
La procédure de divorce commença exactement comme je l'avais prévu, Colette essayant de tout prendre sans rien donner. Son avocat était un requin du centre-ville, spécialisé dans les divorces à enjeux financiers élevés, le genre d'homme qui considérait le mariage comme une transaction commerciale et le divorce comme une prise de contrôle hostile. Mais Colette avait commis une erreur cruciale. Elle m'avait sous-estimé si longtemps qu'elle avait oublié que j'étais capable de penser stratégiquement. La première surprise survint lorsque son avocat découvrit que la plupart de nos biens étaient protégés par la structure commerciale que j'avais mise en place des années auparavant. La maison, les comptes d'investissement, même la précieuse Mercedes de Colette. Tout cela était techniquement la propriété de Plomberie Mercier SARL, ce qui rendait la division beaucoup plus difficile dans le cadre d'un règlement de divorce. C'est ridicule, s'emporta Colette lors de notre première séance de médiation. Benoît, tu sais que la moitié de tout ce que nous avons bâti ensemble devrait m'appartenir. Tout ce que nous avons bâti ensemble, répondis-je calmement. Colette, tu veux dire tout ce que j'ai bâti pendant que tu dépensais de l'argent que nous n'avions pas pour un style de vie que nous ne pouvions pas nous permettre. Son avocat se pencha en avant. Monsieur Mercier, ma cliente a contribué de manière significative aux revenus du ménage. Votre cliente a contribué à 30% des revenus du ménage tout en dépensant 60%. J'ai 15 ans de registre financier qui documente exactement combien d'argent elle a gagné par rapport à combien elle a dépensé. La médiatrice, une femme d'une soixantaine d'années à l'air fatiguée, nommée Patricia Leblanc, feuilleta les documents que j'avais fournis. Ces dossiers sont très détaillés, monsieur Mercier. Je suis un homme d'affaires, mademoiselle Leblanc. Je garde une trace de mes investissements. Vos investissements? La voix de Colette était stridente. Je suis ta femme, pas un investissement. Tu es ma femme. Et tu as raison. Tu n'es jamais un investissement. Les investissements sont censés générer des rendements. La deuxième surprise arriva lorsque le rapport de la détective Lee fut versé au dossier. Page après page d'infidélité documentée, d'irrégularités financières et de ce que le système juridique appelait poliment « faute conjugale ». Votre honneur, l'avocat de Colette protesta, ce niveau de surveillance est invasif et potentiellement illégal. En fait, mon avocat l'interrompit, tout ce qui figure dans ce rapport a été recueilli par des méthodes parfaitement légales, dossiers publics, publications sur les réseaux sociaux, relevés de cartes de crédit de compte joints et observations faites dans des lieux publics. La juge Richard, une femme directe d'une soixantaine d'années, examina les preuves avec l'expression de quelqu'un qui avait tout vu auparavant. Madame Mercier, dit-elle finalement, ces dossiers montrent un schéma de tromperie qui s'étend sur plusieurs mois. Vous avez utilisé des fonds matrimoniaux pour soutenir une relation avec un autre homme tout en mentant à votre mari sur vos allées et venues et vos activités. Votre honneur, les gens cessent de s'aimer. Ce n'est pas un crime. Vous avez raison, Madame Mercier. Cesser de s'aimer n'est pas un crime, mais la fraude l'est. Le mot flotta dans l'air comme une sentence de mort. Le tribunal constate que Madame Mercier a violé son devoir fiduciaire envers le partenariat matrimonial par la tromperie et l'inconduite financière. La demande de Monsieur Mercier pour un divorce pour faute est accordée. Le visage de Colette devint cendré. Dans notre État, les divorces pour faute signifiaient des divisions de biens très différentes des procédures sans faute, mais le véritable choc était encore à venir. Il y a une dernière chose, votre honneur, dit mon avocat. Nous souhaiterions présenter des preuves supplémentaires concernant l'ingérence d'un tiers dans ce mariage. Quel genre d'ingérence d'un tiers? Des preuves que l'aventure de Madame Mercier n'était pas un événement spontané, mais plutôt le résultat d'une manipulation délibérée par des individus cherchant à tirer profit de la destruction de ce mariage. La juge Richard parut intriguée. Procédé. Ce qui suivit fut l'heure la plus satisfaisante de ma vie. Lee avait fait son travail minutieusement. Anne Dupont, il s'avéra, avait ses propres problèmes financiers, notamment un cabinet d'avocats au bord de la faillite en raison de plusieurs poursuites pour faute professionnelle. Elle cherchait des clients fortunés pour investir dans sa pratique, et Colette avait semblé être la cible parfaite, une avocate prospère mariée à un chef d'entreprise avec des actifs liquides. Le plan était élégant dans sa simplicité. Anne présenterait Colette à Julien, encouragerait l'aventure, et convaincrait lentement Colette qu'elle méritait mieux que son mari ouvrier. Une fois le divorce prononcé et Colette ayant son règlement, Anne l'approcherait pour des opportunités d'investissement. Le rôle de Julien était d'être l'appât, l'alternative sophistiquée au plombier ordinaire. En échange de ses services, Anne avait couvert ses dettes de jeu et l'avait maintenu à flot financièrement. Alors, vous me dites,
dit lentement la juge Richard, que Madame Mercier a été essentiellement victime d'une escroquerie. Une escroquerie à laquelle elle a participé volontairement une fois qu'elle en a compris les avantages, précisa mon avocat. Les preuves montrent que Madame Mercier était au courant des problèmes financiers de Monsieur Clément et a choisi d'utiliser des fonds matrimoniaux pour le soutenir de toute façon. Verdict du tribunal. Colette regardait ses mains, le visage brûlant de honte. Julien aurait voulu disparaître. La juge révéla que Mademoiselle Dupont avait été radiée du barreau dans 2 États et faisait face à une enquête en cours. La juge Richard statua que, en raison de la fraude, de la manipulation et de l'inconduite financière, Monsieur Mercier recevait la pleine propriété des biens matrimoniaux, à l'exception des effets personnels et de l'équipement de Madame Mercier. Aucune pension alimentaire. Elle paierait ses propres frais juridiques. L'avocat de Colette protesta. Votre honneur, c'est inhabituel. Votre cliente a escroqué son mari. Elle a de la chance que je ne renvoie pas cette affaire pour des accusations criminelles. Dehors, Colette s'approcha de moi. Ce n'est pas fini. Ça l'est, dis-je. Tu as prévu de me quitter tout en me volant mon argent. Tu l'as pensé de bout en bout. Elle demanda ce qu'elle ferait maintenant. Emploi, maison, amis perdus. Tu t'en sortiras. Tu es intelligente. Me pardonneras-tu? Probablement, mais je ne te ferai plus jamais confiance. Je suis parti en voiture, la laissant dans les décombres de ses mensonges. 6 mois plus tard, Julien conduisait une vieille Renault, occupant un emploi modeste. Les combines d'Anne s'étaient effondrées, les laissant tous les deux sur le carreau. Il s'excusa. J'acceptais, mais notez, certains d'entre nous ont mérité nos moments difficiles. J'avais tenu ma promesse de prouver que les gens ordinaires peuvent déjouer les extraordinaires lorsqu'ils sont poussés à bout. La meilleure vengeance est de se venger. Mon nom est Daniel Cartier et je gère un petit garage automobile sur le côté de la ville. Rien de fantaisiste, juste un travail honnête avec mes mains, de la graisse sous les ongles et la réputation de réparer ce que les autres ne pouvaient pas. J'ai épousé Karine il y a 15 ans, alors qu'elle venait de terminer ses études de droit et que je venais de lancer mon entreprise. À l'époque, elle aimait mon authenticité d'ouvrier. Maintenant, à 42 ans, j'ai appris que ce qui attire quelqu'un à 20 ans peut le repousser à 30 ans. La première fois que Karine a mentionné son ex-petit ami Jacques Moreau, je n'y ai pas prêté attention. Les anciennes flammes ressurgissent parfois dans les conversations. Mais quand elle a commencé à nous comparer directement, quelque chose a bougé dans ma poitrine comme une clé à molette glissant d'un boulon. Jacques a toujours su s'habiller pour les occasions, dit-elle un jeudi soir, jetant un œil à ma chemise de travail alors que nous nous préparions pour le dîner à la fête annuelle de son cabinet d'avocat. Il comprenait que la présentation compte dans les milieux professionnels. J'ai baissé les yeux sur mon jean propre et ma chemise boutonnée. Ce n'est pas assez professionnel? C'est bon, dit-elle avec ce ton que les épouses utilisent quand rien n'est réellement bon. Jacques avait juste cette sophistication naturelle. Il pouvait entrer dans n'importe quelle pièce et commander le respect. Jacques Moreau possédait un service de nettoyage de voitures haut de gamme de l'autre côté de la ville. Véhicule de luxe, client fortuné, le genre d'entreprise qui a l'air impressionnante sur le papier. Karine l'avait fréquenté pendant 3 ans avant que nous nous rencontrions, et apparemment il n'avait jamais vraiment disparu de sa mémoire. Au cours des semaines suivantes, le nom de Jacques est apparu plus fréquemment dans nos conversations. Karine mentionnait comment il gérait les clients difficiles, comment il avait développé son entreprise, comment il avait toujours su exactement quoi dire dans les situations sociales. Chaque comparaison me frappait comme un petit couteau, soigneusement placé et lentement tordu. Tu sais, si je voulais récupérer mon ex, rien ne pourrait m'arrêter, dit-elle un soir en faisant défiler les réseaux sociaux. Elle regardait la page professionnelle de Jacques, étudiant des photos de Mercedes et de BMW rutilantes. Il m'aimera toujours. Sa femme n'est pas un mur. Elle bougera. J'ai levé les yeux de la facture que j'étais en train d'examiner. Il est marié, Karine. Elle haussa les épaules, ne quittant pas son téléphone des yeux. Une femme n'est pas une prison. S'il me veut vraiment, il la quittera. Il est déjà prêt à tout laisser tomber pour nous. Nous avons cette connexion chaleureuse. Cela pourrait redevenir quelque chose à tout moment. La cruauté désinvolte de ces mots me frappa comme une gifle froide. Voici ma femme depuis 15 ans discutant du mariage d'un autre homme comme s'il s'agissait d'un obstacle gênant sur son chemin vers le bonheur. Mais ce qui me piquait le plus,
c'était l'implication concernant notre propre relation. Si la femme de Jacques n'était pas un mur, qu'est-ce que cela faisait de moi? J'ai d'abord essayé d'argumenter. Karine, c'est le mariage de quelqu'un dont tu parles. Ils ont des enfants. Tu es dramatique, répondit-elle. Je dis juste que Jacques et moi avions quelque chose de spécial. Certaines connexions ne meurent jamais vraiment. Après quelques autres tentatives de raisonnement, j'ai cessé d'argumenter parce que j'ai réalisé qu'elle ne testait pas la loyauté ou la disponibilité de Jacques. Elle testait la quantité d'humiliation que j'avalerais pour garder notre mariage intact. Elle voyait jusqu'où elle pouvait pousser avant que je ne réagisse enfin. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à planifier ma leçon silencieuse. Le schéma de Karine est devenu prévisible. Tous les quelques jours, elle trouvait une nouvelle façon de louer Jacques tout en me critiquant subtilement. Lors des dîners avec des amis, elle racontait des histoires sur le sens des affaires de Jacques, et je restais là comme un meuble. Quand nous regardions des films, elle commentait la façon dont le personnage principal lui rappelait la confiance de Jacques. Au lit, elle se taisait parfois d'une manière qui me faisait me demander quel visage elle voyait dans l'obscurité. Le point de rupture est survenu un mardi soir lorsque Karine a suggéré que nous organisions une petite réunion chez nous ce vendredi-là. Rien de fantaisiste, dit-elle, dressant déjà mentalement une liste d'invités. Juste des verres, des collations et notre cercle habituel. Justine et Thomas, Marc et Lise, peut-être quelques autres du travail. J'ai hoché la tête, mais mon esprit travaillait déjà. Notre cercle habituel comprenait des gens qui avaient vu le comportement de Karine évoluer au cours des derniers mois. Ils avaient entendu ses histoires sur Jacques, étaient témoins de ses comparaisons et fait semblant de ne pas remarquer la tension croissante dans notre mariage. C'étaient les mêmes amis qui avaient souri poliment pendant que ma femme m'humiliait, puis en chuchotaient plus tard chez eux. Ça a l'air bien, dis-je. Je m'occuperai de la nourriture. Ce que je n'ai pas dit à Karine, c'est que j'avais l'intention d'inviter un invité supplémentaire, quelqu'un qui apporterait une clarté parfaite à son fantasme continu sur Jacques Moreau et sa femme supposément déplaçable. J'avais fait mes recherches. La femme de Jacques s'appelait Raphaël Moreau, et elle travaillait comme infirmière à l'hôpital régional. Grâce à des connaissances mutuelles et à quelques questions prudentes, j'avais appris qu'elle était vive d'esprit, directe et n'avait aucune patience pour les jeux. Elle était mariée à Jacques depuis 8 ans et avait 2 jeunes enfants avec lui. Plus important encore, j'avais découvert que Raphaël était déjà au courant de l'intérêt de Karine pour son mari. Jacques avait apparemment été négligent avec son téléphone, et Raphaël avait vu certains des messages que Karine lui envoyait. Des messages qui avaient commencé innocemment, mais qui étaient devenus de plus en plus flirtants au cours du mois précédent. Mercredi, j'ai appelé Raphaël à l'hôpital pendant sa pause déjeuner. Madame Moreau, c'est Daniel Cartier. Je pense que nous devons parler de nos conjoints. Il y eut une longue pause. Je me demandais quand vous appelleriez, dit-elle finalement. Que savez-vous? Assez pour savoir que nous sommes tous les deux bafoués, répondis-je. J'organise une petite fête ce vendredi soir. Karine ne sait pas que vous existez, mais elle a été très claire sur ses sentiments pour votre mari. Je pense qu'il est temps qu'elle vous rencontre. Raphaël resta silencieux un instant. Que proposez-vous exactement? Rien d'illégal ni de violent, l'assurai-je. Juste une opportunité pour ma femme d'expliquer ses théories sur les épouses déplaçables à l'épouse en question. Elle a dit ça? La voix de Raphaël prit une nouvelle tournure. Que je bougerai. Entre autres choses, elle semble penser que vous n'êtes qu'un obstacle temporaire à ses retrouvailles destinées avec Jacques. Je serai là, dit Raphaël sans hésitation. À quelle heure? Le vendredi soir arriva avec une chaleur inhabituelle pour octobre. Karine passa 2 heures à se préparer, changeant de tenue 3 fois avant de se décider pour une robe noire qui en montrait juste assez pour être intéressante, mais pas assez pour être évidente. Elle rayonnait d'anticipation, comme elle le faisait lorsque nous sortions pour la première fois et que nous nous rendions à une soirée spéciale. J'ai invité quelques personnes supplémentaires du travail, mentionna-t-elle en appliquant du rouge à lèvres. J'espère que ça va. Plus on est de fous, plus on rit, dis-je, sachant qu'elle n'avait invité personne d'autre. Elle créait juste une excuse au cas où Jacques apparaîtrait d'une manière ou d'une autre. Elle lui avait envoyé des SMS toute la semaine, laissant entendre notre rassemblement, espérant qu'il mordrait à l'hameçon et apparaîtrait. Nos invités commencèrent à arriver vers 19h. Justine et Thomas arrivèrent en premier, suivis de Marc et Lise, puis de 3 collègues du cabinet d'avocats de Karine.
Tout le monde apporta du vin ou des amuse-gueules, et bientôt notre salon fut animé par le bavardage confortable de personnes qui se connaissaient depuis des années. Karine était dans son élément, se déplaçant entre les groupes, racontant des histoires, s'assurant que le verre de chacun restait plein. Elle portait son charme comme un parfum coûteux, et j'ai vu nos amis y répondre comme ils le faisaient toujours. Karine avait toujours été magnétique en société, et ce soir-là, elle semblait déterminée à briller encore plus que d'habitude. Vers 20h30, elle commença à insérer Jacques dans la conversation. « Vous savez, dit-elle à Justine pendant que je remplissais des verres de vin à proximité. Je pensais aux histoires de réussite commerciale dans notre ville. Mon ex-petit ami Jacques a bâti cet incroyable empire de nettoyage de voitures. Il a commencé avec rien et maintenant il a des clients fortunés en attente pendant des mois. » « C'est bien, » répondit Justine poliment. Mais j'ai surpris son regard vers moi. Elle avait déjà entendu cette routine. Ce qui est spécial chez Jacques, continua Karine, sa voix portant dans la pièce, c'est qu'il ne s'est jamais contenté de la médiocrité. Il a toujours visé l'excellence. Vous savez, certaines personnes sont simplement nées avec cette motivation. La conversation continua dans cette veine pendant encore 20 minutes. Karine réussit à faire entrer le nom de Jacques dans des discussions sur les affaires, l'ambition, le style et le succès. Chaque mention ressemblait à une petite performance conçue pour faire se demander à nos amis pourquoi elle avait épousé un homme en deçà de son potentiel. À 21h, je me suis excusé pour aller vérifier les amuse-gueules dans la cuisine. Pendant que j'arrangeais du fromage et des crackers sur un plateau, j'entendis la voix de Karine s'élever dans le salon. En fait, laissez-moi vous raconter quelque chose d'amusant sur la confiance, disait-elle. Mon ex Jacques disait toujours que si vous savez ce que vous voulez, vous devez le poursuivre, quels que soient les obstacles. Je suis revenu dans le salon portant les amuse-gueules frais. Karine se tenait près de la cheminée, verre de vin à la main, avec la plupart de nos invités disposés autour d'elle comme un public. Jacques disait que la plupart des barrières ne sont que des illusions, continua-t-elle. Les gens créent des murs là où il n'en existe pas réellement. Si deux personnes ont une vraie connexion, rien ne peut vraiment les séparer. Marc remua inconfortablement sur sa chaise. Karine, peut-être devrions-nous. Non, ça va, dit-elle en le repoussant. Je dis juste que certaines connexions transcendent les circonstances. Comme si Jacques me voulait de nouveau demain, sa femme n'est pas un mur. Elle bougerait. C'est juste la réalité. La pièce devint silencieuse, sauf le doux jazz jouant de notre chaîne stéréo. J'ai posé le plateau d'amuse-gueules et j'ai regardé ma montre. 21h15. Timing parfait. Vous savez quoi, dit Karine, levant son verre de vin plus haut. Portons un toast. Karine se tenait près de notre cheminée, verre de vin levé, captivant l'attention de tous dans la pièce. L'éclairage doux faisait scintiller sa robe noire, et son sourire portait la confiance de quelqu'un qui croyait être sur le point de livrer un moment mémorable. Nos amis étaient assis sur diverses chaises et sur le canapé, verre de vin à la main, attendant le toast qu'elle avait en tête. Je restais debout près de l'entrée de la cuisine, le plateau d'amuse-gueules oublié, regardant ma femme se préparer à m'humilier devant des gens que nous connaissions depuis des années. Mais cette fois, je ne prévoyais pas simplement de le supporter. Je veux trinquer à l'honnêteté, commença Karine, sa voix portant ce ton légèrement théâtral qu'elle utilisait quand elle avait juste assez de vin pour se sentir audacieuse. À être sincère sur ce que nous voulons et qui nous sommes. Justine et Thomas échangèrent des regards. Marc s'éclaircit doucement la gorge. Lise étudia son verre de vin comme s'il contenait les secrets de l'univers. Tout le monde sentait que quelque chose d'inconfortable allait arriver, mais personne ne savait comment l'arrêter. Vous savez, continua Karine, j'ai réfléchi récemment à s'installer versus choisir, à la différence entre ce qui est pratique et ce qui est réellement juste pour nous. Ma mâchoire se serra, mais je gardai une expression neutre. Elle allait vraiment le faire. Dans notre maison, devant nos amis, elle allait me comparer défavorablement à son ex-petite amie et faire en sorte que cela sonne comme de la sagesse. Si vous comparez mon mari à mon ex, dit-elle, me désignant avec son verre de vin, mon ex était meilleur, et je pourrais être avec lui quand je veux. La température de la pièce sembla baisser de 10 degrés. Thomas commença à se lever, probablement pour l'interrompre, mais Karine continua. Sa femme n'est pas un mur. Elle bougera. Il ferait n'importe quoi pour moi. Si je lui demandais, il la quitterait. Elle prit une gorgée de vin, savourant à la fois l'alcool et le silence choqué qu'elle avait créé.
C'est à ça que ressemble la vraie passion. C'est ce que ça signifie quand quelqu'un vous veut vraiment. J'ai regardé les visages de nos amis dans la pièce. Justine avait l'air mortifiée. Marc semblait en colère pour moi. Lise fixait Karine comme si elle ne l'avait jamais vue auparavant. Thomas secouait légèrement la tête, clairement dégoûté. Mais Karine n'avait pas fini. Alors, voici un toast à la connaissance de votre valeur, dit-elle, levant son verre plus haut, et à ne pas vous contenter de moins que ce que vous méritez. C'est alors que j'ai finalement parlé, ma voix calme et presque polie. Retourne-toi, dis-je. Karine fronça les sourcils, son élan de toast interrompu. Quoi? Retourne-toi simplement, répétai-je, vérifiant à nouveau ma montre. 21h20. Timing parfait. Daniel, de quoi parles-tu? Demanda-t-elle, mais je pouvais voir la confusion commencer à remplacer sa confiance. La porte d'entrée s'ouvrit derrière elle avec un léger clic. Des pas résonnèrent dans notre entrée. Une voix de femme, stable et nette, coupa le silence gênant. Qui est censé bouger exactement? Demanda Raphaël Moreau, entrant dans notre salon avec un regard qui aurait pu geler le feu. Et qui comptez-vous remplacer dans ma famille? Le visage de Karine se vida de toutes couleurs si vite que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Son verre de vin trembla dans sa main, et pour la première fois depuis des mois, les mots lui manquèrent complètement. Raphaël Moreau avait à peu près l'âge de Karine, mais là où ma femme était tout en bord poli et en présentation soignée, Raphaël avait l'allure directe de quelqu'un qui gérait des situations de vie ou de mort au travail. Elle portait un simple jean et un pull, ses cheveux bruns attachés en queue de cheval pratique, et ses yeux contenaient ce genre d'intelligence stable qui ne manquait rien. « Je suis Raphaël Moreau », dit-elle à la pièce, bien que son regard restât fixé sur Karine. La femme de Jacques Moreau, celle qui n'est apparemment pas un mur. Nos amis restèrent figés, verre de vin à mi-chemin de leurs lèvres, regardant cette confrontation se dérouler comme des spectateurs d'un accident de voiture. Le doux jazz de notre chaîne stéréo continuait de jouer, créant une bande-son surréaliste au moment le plus inconfortable de notre mariage. Je n'ai pas, bégaya Karine, son éloquence habituelle complètement disparue. Tu n'as pas quoi? Demanda Raphaël, avançant dans la pièce. Tu n'as pas cru que j'existais. Tu n'as pas cru que je découvrirais tes SMS à mon mari. Tu n'as pas cru que j'entendrais parler de tes théories sur les épouses déplaçables. Les yeux de Karine se tournèrent vers moi, comprenant enfin que ce n'était pas une coïncidence. Daniel, qu'as-tu fait? J'ai invité Raphaël à entendre ton toast, dis-je simplement. Puisque tu parles de l'avenir de sa famille, j'ai pensé qu'elle méritait d'avoir voix au chapitre. Vous avez envoyé des SMS à mon mari, continua Raphaël, sa voix devenant plus forte, lui disant à quel point vous manquiez ce que vous aviez, lui demandant s'il pensait jamais à me quitter, suggérant que vous deux preniez un café pour rattraper le temps perdu. Le verre de vin de Karine glissa de sa main et se brisa sur notre parquet, le vin rouge se répandant comme du sang sur les planches. Ce n'est pas je n'ai pas, tu n'as pas quoi, exigea Raphaël. Tu n'essayais pas de briser mon mariage? Tu ne disais pas à tes amis que je me mettrais simplement de côté si Jacques décidait qu'il te voulait de nouveau? Justine trouva enfin sa voix. Karine. Oh mon Dieu, c'est tellement tordu. C'est tellement nul, marmonna Marc, secouant la tête. Thomas se leva brusquement. Lise et moi devrions y aller. Non, dit fermement Raphaël. S'il vous plaît, restez. Je veux des témoins à cette conversation. Elle se retourna vers Karine. Parce que je veux que tout le monde ici comprenne quelque chose de très clair. Je ne bouge pas. Ni pour vous, ni pour personne. Jacques est mon mari, le père de mes enfants, et s'il a nourri votre petite fantaisie, ça se termine ce soir. Karine trouva enfin quelques mots, bien qu'ils sortissent en un murmure désespéré. Raphaël, je suis désolé. Je ne voulais pas que ça sonne comme ça. J'étais juste en train de parler. Ça ne voulait rien dire. Juste parler? La voix de Raphaël s'éleva pour la première fois. Vous avez poursuivi mon mari pendant des semaines. Vous avez dit aux gens que je m'écarterais pour vous. Vous venez de trinquer à la facilité avec laquelle vous pourriez le voler. Quelle partie de tout cela n'était que parler? La pièce éclata en murmures inconfortables. Nos amis commencèrent à se chuchoter, leur choc cédant la place au jugement. Et je pouvais les voir réécrire mentalement chaque histoire que Karine leur avait racontée sur Jacques, chaque comparaison qu'elle avait faite,
chaque allusion qu'elle avait laissé tomber sur son insatisfaction à l'égard de notre mariage. Je pense que nous devrions tous y aller, dit Justine, se levant et prenant son sac à main. C'est privé. En fait, dis-je, prenant la parole pour la deuxième fois. Je pense que c'est exactement le bon public pour cette conversation. Ce sont les personnes qui ont écouté les histoires de Karine sur Jacques pendant des mois. Elles méritent de connaître la vérité sur ce qu'elle préparait. Karine se tourna vers moi, son humiliation se transformant en rage. Espèce de bâtard. Tu as planifié ça. Tu l'as invité ici pour m'humilier. Je l'ai invité ici pour rencontrer la femme qui n'est soi-disant pas un mur, répondis-je calmement. Tu as parlé de Raphaël comme d'un inconvénient mineur. J'ai pensé que tu devrais la rencontrer face à face. Tu n'avais aucun droit, siffla Karine. J'avais tous les droits, répliquai-je, ma propre colère éclata enfin. Tu as manqué de respect à notre mariage pendant des mois. Tu as poursuivi le mari d'une autre femme. Tu viens de m'humilier devant nos amis. Je dirais que mes droits sont intervenus au moment où tu as décidé que je n'étais pas assez bien pour toi. Raphaël regarda notre dispute avec une sombre satisfaction. Jacques va entendre parler de ça ce soir, dit-elle. Et demain, j'appelle un avocat pour discuter de plainte pour harcèlement si vous le contactez à nouveau. Harcèlement ? La voix de Karine se brisa. Je n'ai jamais harcelé personne. Vous avez poursuivi un homme marié, répondit Raphaël. Vous avez envoyé des messages romantiques non sollicités. Vous avez dit aux gens que vous pouviez briser notre mariage quand vous le vouliez. Dans certains États, c'est du harcèlement criminel. Dans tous les États, c'est un motif d'ordonnance restrictive. Nos amis ramassaient leurs affaires, clairement désespérés d'échapper à l'atmosphère toxique qui avait envahi notre salon. Justine s'arrêta près de la porte. Karine, je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça, dit-elle doucement. Cette pauvre femme, ces pauvres enfants. Et Daniel, ajouta Thomas, me regardant avec quelque chose comme du respect. Je suis désolé, mon ami. Nous n'avions aucune idée que c'était si grave. Après le départ de nos amis, nous trois restions dans notre salon, entourés de verres de vin vides et des débris de l'image soigneusement construite de Karine. Raphaël rompit le silence la première. Je rentre chez moi pour parler à mon mari, dit-elle. Mais Karine, si vous le contactez à nouveau, si vous passez devant notre maison, si vous ne faites que aimer l'une de ses publications sur les réseaux sociaux, je rendrai votre vie très compliquée. C'est clair ? Karine hocha la tête, muette, les larmes coulant sur son visage. Après le départ de Raphaël, Karine se tourna vers moi avec un pur venin dans les yeux. Tu m'as détruite, murmura-t-elle. Tu as tout détruit. Non, dis-je, me dirigeant déjà vers notre chambre pour faire mes bagages. Tu as tout détruit. J'ai juste fait en sorte que tout le monde puisse le voir. Mais ce n'était que le début de la chute de Karine, et la mienne ne faisait que commencer. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans une chambre de motel de l'autre côté de la ville avec l'étrange clarté qui suit une longue fièvre. Pendant des mois, j'avais vécu dans le brouillard de la manipulation de Karine, remettant en question ma propre valeur, me demandant si j'étais vraiment aussi inadéquat que ces comparaisons constantes le suggéraient. Maintenant, assis sur le bord d'un matelas grumeleux, buvant du café dans une tasse en papier, je me sentais plus moi-même que je ne l'avais été depuis des années. Mon téléphone avait vibré depuis 6 heures du matin avec des SMS de nos amis. Justine avait envoyé un long message s'excusant de ne pas avoir parlé plus tôt du comportement de Karine. Marc proposait de m'aider à trouver un avocat. Thomas avait simplement écrit « Enfin, mon frère ». Mais le message le plus intéressant venait de Raphaël Moreau. « Merci pour la nuit dernière. Jacques et moi avons eu une longue conversation. Il y a des choses sur votre femme que vous devriez savoir. Pouvez-vous me rencontrer pour un café ce matin ? J'ai répondu que je la retrouverais au bistrot des amis, rue principale, à 9 h. Raphaël était déjà là quand je suis arrivé, assise dans une banquette d'angle avec une tasse de café et un dossier en carton. Elle avait l'air fatiguée mais déterminée, comme une infirmière qui aurait fait un double quart mais n'était pas encore prête à rentrer chez elle. « Comment ça s'est passé avec Jacques ?» demandai-je, glissant dans la banquette en face d'elle. « Il a tout avoué », dit-elle sans préambule. « Votre femme a été beaucoup plus agressive que je ne l'avais initialement réalisé. Les SMS que j'ai vus n'étaient qu'un début. » Elle ouvrit le dossier et en sortit des copies imprimées de relevés téléphoniques et de captures d'écran.
Jacques m'a donné accès à tout la nuit dernière. Compte de messagerie, réseaux sociaux, même quelques profils d'applications de rencontres. L'estomac me tomba. Des profils d'applications de rencontres? Karine a été active sur 3 plateformes différentes au cours des 6 derniers mois, dit Raphaël, faisant glisser les papiers sur la table. Elle se liste comme séparée, pas mariée. Elle a parlé à plusieurs hommes, pas seulement Jacques. J'ai fixé les captures d'écran des profils de Karine. Sur chacun, elle avait l'air radieuse et disponible, se décrivant comme une avocate prospère récemment sortie d'une longue relation et prête pour quelque chose de nouveau. Il y avait des photos que je n'avais jamais vues auparavant. Des photos professionnelles qui devaient avoir coûté des centaines d'euros. Quand a-t-elle eu le temps pour tout ça, demandai-je, bien qu'une partie de moi connaisse déjà la réponse. Toutes ces nuits tardives au bureau, toutes ces conférences de travail du week-end, toutes ces soirées entre filles auxquelles Justine avait plus tard mentionné qu'elle n'avait pas été invitée. Il y a plus, dit Raphaël doucement. Jacques n'était pas le seul homme marié qu'elle poursuivait. Elle semble avoir un schéma de cibler des hommes avec des familles. Les preuves étaient accablantes. Des captures d'écran de conversation avec au moins 4 hommes mariés différents, tous suivant le même scénario. Karine commençait par des souvenirs innocents du bon vieux temps ou du réseautage professionnel, puis passait progressivement à des sujets plus personnels. Elle exprimait son insatisfaction à l'égard de son propre mariage, laissait entendre sa disponibilité et suggérait finalement de se rencontrer en personne. Mais voici la partie qui me dérange vraiment, continua Raphaël. Regardez comment elle parle des épouses. J'ai lu les messages, ma colère montant à chaque échange. Karine se référait constamment aux épouses comme à des obstacles plutôt que comme à des personnes. Elle écrivait des choses comme « Votre femme n'a pas besoin de savoir, et ce qu'elle ne sait pas ne lui fera pas de mal. » Et, plus glaçant encore, certaines femmes ne sont tout simplement pas assez fortes pour se battre pour ce qu'elles veulent. Elle prévoyait de faire éclater plusieurs familles, dis-je, l'étendue de sa trahison me frappant enfin. Y compris la sienne, répondit Raphaël. Regardez celle-ci. Elle me montra une conversation entre Karine et un homme nommé Kevin Fournier, dont la femme venait de donner naissance à leur 2e enfant. Karine avait écrit « Mon mari est gentil, mais il n'est pas ambitieux. Il ne sera jamais plus qu'un mécanicien de petite ville. J'ai besoin de quelqu'un qui comprend le succès. » J'ai posé les papiers, me sentant comme si j'avais reçu un coup de poing dans la poitrine. Elle cherchait mon remplaçant. « Daniel, je suis désolé, dit Raphaël. Je sais que c'est douloureux, mais vous devez le voir. Les femmes de ces hommes méritent de savoir ce qui se passe, et vous méritez de comprendre à qui vous avez été marié. » Nous sommes restés silencieux pendant quelques minutes pendant que je traitais l'ampleur de la tromperie de Karine. Il ne s'agissait pas seulement de Jacques Moreau ou d'une crise de la quarantaine à propos de son ex-petite amie. Il s'agissait d'une campagne systématique pour trouver un meilleur mari tout en me gardant comme filet de sécurité. « Que vas-tu faire » demanda Raphaël. « Je vais parler à un avocat, dis-je. Et ensuite, je vais m'assurer que ces autres femmes sachent ce que ma femme a fait à leur famille. » Raphaël hocha la tête, approuvant. « Je peux vous aider avec ça. J'ai déjà contacté 2 d'entre elles. Elles méritent de savoir. » Cet après-midi-là, j'ai rencontré Patricia Leclerc, une avocate spécialisée dans les divorces que Justine m'avait recommandée. Patricia était une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris et aux yeux perçants, qui avait bâti sa pratique en représentant des personnes trahies par leur conjoint. « C'est très étendu, dit-elle après avoir examiné les preuves que Raphaël avait fournies. Votre femme a mené ce qui équivaut à une liaison émotionnelle avec plusieurs hommes simultanément. Dans certains états, cela pourrait être considéré comme un adultère, même sans contact physique. Quelles sont mes options, demandai-je. En termes de divorce, vous avez des motifs pour une procédure de divorce pour faute, expliqua Patricia. Les preuves de sa poursuite d'autres hommes, combinées à ses profils de rencontres affirmant être séparés, établissent un schéma de faute conjugale. Nous pouvons également faire valoir qu'elle se préparait à abandonner le mariage, ce qui pourrait affecter le partage des biens. Combien de temps cela prendra-t-il? Si elle conteste, 6 mois à 1 an. Si elle accepte des conditions raisonnables, nous pourrions tout finaliser en 90 jours. Ce soir-là, je suis rentré chez nous pour récupérer d'autres affaires et j'ai trouvé Karine qui m'attendait dans le salon. Elle avait nettoyé la tache de vin de la veille et réorganisé les meubles comme si elle pouvait d'une manière ou d'une autre réinitialiser la scène et tout rendre normal. « Daniel, il faut qu'on parle »
dit-elle, sa voix soigneusement contrôlée. La nuit dernière a dégénéré, mais nous pouvons arranger ça. Il n'y a rien à arranger, répondis-je, me dirigeant vers les escaliers. Je demande le divorce. Elle me suivit à l'étage, son calme commençant à se fissurer. Tu ne peux pas être sérieux. Pour une seule erreur, pour un stupide commentaire à une fête? Je m'arrêtai en haut des escaliers et me tournai vers elle. Karine, je suis au courant des profils de rencontres. Je suis au courant de Kevin Fournier et de Mathieu Bernard et de Thomas Leclerc. Je suis au courant de tous. Son visage devint blanc. Comment as-tu qui t'a dit ça? Est-ce que ça compte? Le fait est que tu as trompé notre mariage pendant des mois. Tu cherchais mon remplaçant tout en faisant semblant de travailler tard. Tu as ciblé les maris d'autres femmes tout en disant à nos amis que les épouses ne sont pas des murs. Je n'ai jamais rien fait avec ces hommes, dit-elle désespérément. C'était juste parler, juste de la fantaisie. Tu as fixé des rendez-vous avec 3 d'entre eux, répliquai-je. Tu as dit à Kevin Fournier que tu étais séparé. Tu as envoyé à Mathieu Bernard des photos en sous-vêtements. Tu as proposé de rencontrer Thomas Leclerc dans un hôtel. Quelle partie de tout cela n'était que parler? Karine s'effondra sur notre lit, comprenant enfin que ces mensonges soigneusement construits s'effondraient. Daniel, s'il te plaît. J'ai fait des erreurs, mais je t'aime. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Tu m'aimes? J'ai ri amèrement. Tu as dit à Kevin Fournier que j'étais juste un mécanicien de petite ville qui n'arriverait jamais à rien. Tu as dit à Mathieu Bernard que tu prévoyais de me quitter dès que tu trouverais quelqu'un de mieux. Tu as dit à nos amis que ton ex était supérieur à moi à tous égards. Quelle partie de tout cela ressemble à de l'amour? Elle commença à pleurer alors, le genre de larmes désespérées qui viennent quand quelqu'un réalise qu'il a tout perdu par ses propres choix. Mais je ne ressentais rien en la voyant s'effondrer. Des mois d'humiliation et de manipulation avaient consumé toute la sympathie que j'aurais pu ressentir. L'avocat vous contactera la semaine prochaine, dis-je, continuant vers notre chambre pour faire mes bagages. Je vous suggère de trouver votre propre avocat. Où vas-tu aller? Demanda-t-elle. Ce n'est plus ton problème, répondis-je. Mais ne t'inquiète pas. Je suis sûr que Jacques Moreau ou l'un de tes matchs d'application de rencontre sera heureux de te consoler. Tandis que je faisais ma valise, j'entendais Karine passer des appels téléphoniques en bas, essayant probablement de joindre nos amis pour raconter sa version des faits. Mais il était trop tard pour le contrôle des dégâts. Raphaël avait déjà contacté les autres épouses, et la nouvelle des activités secrètes de Karine se répandait dans notre cercle social. Le lundi matin, la vie soigneusement construite de Karine allait commencer à s'effondrer de manière qu'elle ne pouvait pas imaginer. Et j'allais m'assurer d'avoir une place au premier rang pour observer cela. Mais d'abord, j'avais des recherches à faire sur les autres cibles de ma femme. Parce que si Karine pensait que l'humiliation de la veille avait été dévastatrice, elle n'avait aucune idée de ce qui allait arriver ensuite. Le lundi matin, le monde de Karine avait commencé à s'effondrer de manière spectaculaire. Je l'ai appris non pas d'elle, mais de Justine, qui m'a appelé à 7 heures du matin alors que je buvais mon café dans mon appartement temporaire au-dessus du bistrot des amis. Daniel, tu dois savoir ce qui se passe, dit Justine, la voix tendue par le stress. Karine m'a appelé 6 fois hier. Elle est en panique. À propos de quoi exactement, demandai-je, bien que je soupçonnais de savoir. Raphaël Moreau a contacté les autres épouses, expliqua Justine. Celles dont Karine envoyait des SMS au mari. 2 d'entre elles ont confronté leur mari hier et maintenant il y a 3 mariages en crise à cause de ce que Karine faisait. Je ressentis une sombre satisfaction en entendant cela. Karine avait passé des mois à traiter les mariages des autres comme s'ils étaient jetables et maintenant elle découvrait que les actions avaient des conséquences. Il y a plus, continua Justine. Amélie Fournier, la femme de Kevin Fournier, a appelé le cabinet d'avocats de Karine ce matin. Elle menace de déposer une plainte auprès de l'ordre des avocats pour faute professionnelle. C'était inattendu. Faute professionnelle. Apparemment, Karine avait rencontré Kevin par le travail. Il était client sur une affaire de litige d'entreprise et elle avait utilisé des informations clients confidentielles pour le poursuivre personnellement. Amélie a des copies de courriels où Karine faisait référence à des détails privés sur l'entreprise de Kevin qu'elle n'aurait pu connaître que par leur relation avocat-client. J'ai sifflé doucement. La licence d'avocat de Karine était l'une de ses possessions les plus précieuses, le fondement de son identité en tant que professionnelle réussie.
Si l'ordre des avocats trouvait des preuves qu'elle avait violé la confidentialité des clients pour un gain personnel, elle pourrait faire face à une suspension ou même à une radiation. C'est grave à quel point, demandai-je. Grave, répondit Justine. Thomas travaille parfois avec l'entreprise de Kevin, et il dit qu'Amélie est furieuse. Elle n'est pas seulement en colère à cause de la tentative de liaison. Elle est en colère que Karine ait utilisé des informations privilégiées pour manipuler son mari. Amélie parle de déposer à la fois des plaintes éthiques et une action civile en justice. Après avoir raccroché avec Justine, j'ai appelé Patricia Leclerc pour la mettre au courant de ces développements. Cela change considérablement notre stratégie, dit Patricia après que j'ai expliqué la potentielle plainte auprès du barreau. Si Karine fait face à une sanction professionnelle, elle sera désespérée de régler le divorce rapidement et discrètement. Nous devrions accélérer notre calendrier. Que voulez-vous dire? Je vais déposer les papiers de divorce aujourd'hui au lieu de la semaine prochaine, expliqua Patricia. Et je vais inclure une motion de pension alimentaire temporaire qui tient compte de la possibilité qu'elle perde sa licence d'avocat. Si elle doit perdre sa principale source de revenus, nous devons protéger vos actifs commerciaux avant qu'elle n'essaie de les réclamer comme biens matrimoniaux. Cet après-midi-là, j'ai décidé de visiter mon atelier pour la première fois depuis la fête de vendredi. J'avais besoin du réconfort familier de travailler de mes mains, et j'avais 3 voitures en attente de réparation qui ne pouvaient pas attendre que mon drame personnel se résolve. Je remplaçais des plaquettes de frein sur une Renault Clio lorsque Mathieu Bernard est entré dans mon garage. Mathieu était un promoteur immobilier local, marié avec des jumelles et apparemment l'une des cibles de Karine dans ses aventures sur les applications de rencontres. C'était un homme grand, bien habillé, au début de la quarantaine, qui avait l'air de n'avoir jamais fait sa propre vidange. « Êtes-vous Daniel Cartier ?» demanda-t-il, la voix tendue. « C'est moi », répondis-je, sans lever les yeux de l'ensemble de freins. « Que puis-je faire pour vous ? » « Votre femme a envoyé des SMS à ma femme, dit-il en s'excusant d'un malentendu. Ma femme m'a montré les messages, et je pense que nous devons parler. J'ai posé ma clé et lui ai fait face. Qu'est-ce que Karine a dit à votre femme ? Elle a prétendu que j'avais mal interprété ses intentions, dit Mathieu, la mâchoire serrée de colère. Elle a dit qu'elle était juste amicale et que je l'avais mal pris. Elle a fait croire que j'étais une sorte de prédateur qui avait mal interprété un réseautage professionnel. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé, dis-je. Ce n'était pas une question. Bien sûr que non, ce n'est pas ce qui s'est passé, explosa Mathieu. Elle m'a poursuivi pendant des semaines. Elle m'a envoyé des photos. Elle a suggéré que nous nous rencontrions dans des hôtels. Elle m'a dit qu'elle était séparée et cherchait un vrai homme qui comprenait le succès. Et maintenant, elle essaie de faire croire à ma femme que je suis une sorte de tricheur qui a tout imaginé. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré les captures d'écran que Raphaël m'avait données de ses conversations avec Karine. C'est ce qui s'est réellement passé. Mathieu étudia les images, son visage devenant plus rouge à chaque message. Où avez-vous eu ça ? De la femme de Jacques Moreau, expliquai-je. Karine poursuivait aussi son mari. Elle a joué le même jeu sur plusieurs hommes mariés. Et quand tout a été révélé, elle a commencé à essayer de réécrire l'histoire. Cette garce manipulatrice, marmonna Mathieu, puis se reprit. Désolé, je sais que c'est votre femme. Plus pour longtemps, l'assurai-je. J'ai demandé le divorce ce matin. Mathieu resta silencieux un instant, traitant cette information. Ma femme pense que je suis un menteur, dit-il finalement. Elle pense que j'ai encouragé votre femme, et maintenant j'essaie de couvrir ça. 15 ans de mariage, et elle ne me fait pas confiance à cause de ce que Karine lui dit. Montrez-lui ses captures d'écran, suggérai-je. Montrez-lui la preuve de ce que Karine faisait vraiment. Voulez-vous lui parler ? Demanda Mathieu. Voulez-vous lui dire quel genre de personne est vraiment votre femme ? J'ai réfléchi à cette demande. M'impliquer dans les mariages des autres n'était pas quelque chose que je ferais normalement, mais Karine avait entraîné ses familles dans sa toile de mensonges. Elle méritait de connaître la vérité. Donnez-moi le numéro de votre femme, dis-je. Je l'appellerai ce soir. Ce soir-là, j'ai passé 3 appels difficiles, d'abord à Lynn Bernard, la femme de Mathieu, puis à Sophie Leclerc, la femme de Thomas, et enfin à Amélie Fournier, la femme de Kevin. Chaque conversation fut douloureuse à sa manière, mais les 3 femmes méritaient de comprendre ce qui était réellement arrivé à leur famille. Lynn Bernard était la plus sceptique.
Pourquoi devrais-je vous croire, demanda-t-elle. Vous divorcez. Vous pourriez simplement essayer de faire paraître votre femme pire. Parce que j'ai des preuves, répondis-je et lui envoyai les captures d'écran pendant que nous parlions. Regardez les dates. Regardez les messages. Votre mari n'a pas poursuivi ma femme. C'est elle qui l'a poursuivi. Sophie Leclerc était en colère mais soulagée. Je savais que quelque chose n'allait pas, dit-elle. Thomas agissait si coupable, mais il jurait que rien ne s'était passé. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi il était si bouleversé s'il n'avait rien fait de mal. Il était bouleversé parce qu'une femme mariée essayait de le séduire, et il ne savait pas comment gérer ça, expliquai-je. Karine lui a fait sentir qu'il avait fait quelque chose de mal en répondant à ses messages. Amélie Fournier était la plus directe. Votre femme a failli détruire mon mariage, dit-elle sans détour. J'avais un nouveau-né et elle essayait de convaincre mon mari de me quitter. Elle a utilisé des informations de sa relation professionnelle avec son cabinet pour le manipuler émotionnellement. Je sais, dis-je. Et je suis désolé. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle faisait jusqu'à ce week-end. Eh bien, elle va payer pour ça, répondit Amélie. Je dépose des plaintes auprès de l'ordre des avocats et des associés du cabinet d'avocats demain matin, et j'envisage une action civile pour infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Après ces appels, je me suis assis dans mon petit appartement, pensant à l'ampleur de la tromperie de Karine. Elle n'avait pas seulement trahi notre mariage. Elle avait instrumentalisé sa position professionnelle et ses relations sociales pour attaquer d'autres familles. Elle avait utilisé son intelligence et son charme pour manipuler des hommes vulnérables, puis avait essayé de gaslighter leurs épouses lorsque la vérité était apparue. Mon téléphone a sonné à 22 heures. C'était Karine. Daniel, s'il te plaît, dit-elle, sa voix rauque de larmes. Tu dois arrêter ça. Tu dois dire à ces femmes de me laisser tranquille. Je ne leur dis rien, répondis-je calmement. Tu as créé cette situation. Débrouille-toi avec ça. Amélie Fournier essaie de me faire virer, dit Karine désespérément. Elle a appelé mon patron aujourd'hui. Elle invente des mensonges sur la confidentialité des clients. Ce sont des mensonges, Karine ? Silence. Ce sont des mensonges, répétai-je. Je n'ai jamais divulgué d'informations privilégiées, dit-elle faiblement. Mais tu as utilisé ce que tu as appris sur la vie personnelle de Kevin pour le poursuivre romantiquement. Ce n'est pas la même chose. C'est exactement la même chose, dis-je. Tu as violé ton éthique professionnelle pour servir ton agenda personnel. Tu as de la chance si tu ne perds que ton emploi. Je pourrais perdre ma licence, murmura-t-elle. Oui, acquiesçai-je. Tu le pourrais. Daniel, s'il te plaît. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais c'est ma carrière. C'est tout ce pourquoi j'ai travaillé. Tu aurais dû y penser avant de décider que les mariages des autres étaient jetables, répliquai-je. Tu aurais dû y penser avant d'essayer de détruire 4 familles pour te trouver un meilleur mari. J'ai raccroché et éteint mon téléphone. Demain, Karine ferait face aux conséquences de ses choix lorsqu'Amélie Fournier déposerait ses plaintes formelles. Mais ce soir, j'allais dormir mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. Sachant que la vérité allait enfin éclater, les dominos tombaient exactement comme ils le devaient. 3 semaines plus tard, la vie soigneusement construite de Karine était en ruine. J'ai appris toute l'étendue de sa déchéance non pas d'elle, mais du réseau de personnes dont elle avait tenté de manipuler la vie. La justice, j'ai découvert, était un effort communautaire. Amélie Fournier avait mis toutes ses menaces à exécution. L'Ordre des avocats a ouvert une enquête formelle sur la conduite de Karine avec Kevin Fournier, se concentrant sur le fait de savoir si elle avait violé les règles de confidentialité des clients dans sa quête d'une relation amoureuse. Le cabinet d'avocats de Karine l'a mise en congé administratif, en attendant les résultats de l'enquête, mettant ainsi fin à sa carrière là-bas, quelle que soit la décision finale de l'ordre. Plus dommageable encore fut le procès civil qu'Amélie intenta pour infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Patricia Leclerc expliqua que si de tels procès étaient difficiles à gagner, Amélie avait un dossier exceptionnellement solide parce que Karine avait utilisé sa position professionnelle pour accéder et exploiter des informations personnelles sur le mariage et la situation financière de Kevin. L'assurance du cabinet ne couvrira pas cela, m'a dit Patricia lors d'une de nos réunions. L'inconduite personnelle ne relève pas de leur police de responsabilité professionnelle. Karine va devoir défendre ce procès avec son propre argent, et si elle perd,
elle sera personnellement responsable des dommages. Mais les conséquences juridiques n'étaient qu'une partie des problèmes de Karine. Les retombées sociales avaient été rapides et impitoyables. Justine m'a appelé un mardi matin pour me donner des nouvelles de notre ancien cercle social. Karine a été complètement ostracisée, a-t-elle rapporté. Personne ne veut être associé à elle après ce qu'elle a fait à ses familles. C'est grave à quel point, demandai-je. Elle a été retirée du conseil du club de golf, a dit Justine. Les organisations caritatives où elle était bénévole lui ont demandé de se retirer. Même son club de lecture l'a expulsée. Les nouvelles se répandent vite dans une ville de cette taille et ce qu'elle a fait à ses épouses, les gens sont dégoûtés. L'ironie ne m'échappait pas. Karine avait toujours été obsédée par le statut social et la réputation professionnelle. Elle avait critiqué mes origines modestes et ma petite entreprise comme étant en deçà de ses aspirations. Maintenant, sa quête d'une meilleure vie lui avait coûté tout ce qu'elle prétendait valoriser. Mathieu Bernard est passé à mon atelier la semaine suivante pour me faire le point sur sa situation. Son mariage avait survécu à la manipulation de Karine, mais cela avait été tendu pendant un certain temps. Lynn me croit enfin, dit-il, l'air soulagé mais épuisé. En voyant toutes ces captures d'écran, en parlant avec toi et les autres épouses, elle a réalisé que je disais la vérité sur le fait de ne pas avoir encouragé Karine. « Comment vas-tu » demandai-je. « Mieux maintenant » répondit Mathieu. Mais je continue de penser à la façon dont nous avons failli tout perdre à cause de l'égoïsme d'une femme. Lynn et moi sommes en thérapie pour essayer de reconstruire la confiance que Karine a brisée. Cela prendra du temps. Thomas Leclerc avait une histoire similaire. Sa femme Sophie l'avait d'abord blâmé pour la poursuite de Karine, mais les preuves et les conversations avec d'autres victimes l'avaient convaincu que Thomas avait été manipulé plutôt que complice. Kevin Fournier n'avait pas eu autant de chance. Amélie avait décidé de se séparer de lui pendant qu'elle traitait la trahison, même si elle comprenait maintenant que Karine avait été l'agresseur. Leur fille nouveau-née séjournait chez la mère d'Amélie pendant qu'il gérait la crise que Karine avait créée. Le développement le plus surprenant est venu de Jacques Moreau. Raphaël m'a appelé un jeudi soir avec une nouvelle à laquelle je ne m'attendais pas. Jacques quitte la ville, m'a-t-elle dit. Il a reçu une offre d'emploi à Lyon et a décidé de l'accepter à cause de Karine. En partie, admire Raphaël, mais aussi parce qu'il a réalisé à quel point il avait failli détruire notre famille. Il dit qu'il a besoin d'un nouveau départ quelque part où Karine ne pourra pas l'atteindre. Tu vas avec lui ? Nous y travaillons, dit Raphaël. Thérapie de couple, thérapie familiale, tout ça. Jacques est enfin honnête sur son malheur et sur la raison pour laquelle l'attention de Karine l'attirait. C'est douloureux, mais au moins nous faisons face à la réalité maintenant au lieu de faire semblant que tout allait bien. Je comprenais ce sentiment. Ma propre réalité était devenue plus claire et plus honnête depuis que les tromperies de Karine avaient éclaté. Je dormais mieux, travaillais avec plus de concentration et redécouvrais des parties de moi-même qui avaient été enfouies sous des années de critiques subtiles et de manipulation. La procédure de divorce avança plus rapidement que Patricia ne l'avait initialement prévu. Les problèmes juridiques de Karine la rendaient désespérée de régler rapidement et d'éviter un examen supplémentaire de ses finances et de son comportement. Elle a accepté toutes nos conditions, m'informa Patricia lors de notre dernière réunion. Elle garde ses comptes de retraite et ses effets personnels. Vous gardez la maison, l'entreprise et la plupart des biens communs. Elle renonce à toute demande de soutien financier. Pourquoi est-elle si coopérative, demandai-je. Parce qu'elle ne peut pas se permettre de se battre, expliqua Patricia. Ses fonds de défense juridique sont déjà épuisés par le procès civil et l'enquête du barreau. Elle a besoin que ce divorce soit finalisé avant que sa situation ne s'aggrave. L'audience finale était prévue un vendredi matin de fin novembre. Je suis arrivé au tribunal m'attendant à une brève réunion de procédure, mais j'ai trouvé Karine qui m'attendait dans le couloir à l'extérieur de la salle d'audience. Elle ressemblait à une ombre de la femme confiante qui m'avait humilié à notre fête 2 mois plus tôt. Ses cheveux étaient raides, ses vêtements froissés, et son visage montrait la tension de semaines sans sommeil. Quand elle me vit, elle se leva avec un effort évident. « Daniel, pouvons-nous parler 1 minute » demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. « Nos avocats peuvent tout gérer » répondis-je, non sans gentillesse, mais sans chaleur non plus. « S'il te plaît » dit-elle. Juste 1 minute. Contre mon meilleur jugement, je la suivis jusqu'à un coin tranquille du hall du palais de justice. Je voulais m'excuser, commença-t-elle, puis s'arrêta et secoua la tête. Non,
ce n'est pas ça. Je voulais expliquer. Il n'y a rien à expliquer, Karine. Si, il y a, insista TL. J'ai besoin que tu comprennes que je n'ai jamais voulu que les choses aillent si loin. Je n'ai jamais voulu faire de mal à ces familles. Mais tu leur as fait du mal, soulignai-je. Tu as failli détruire 4 mariages parce que tu t'ennuyais dans le tien. J'étais perdu, dit-elle, les larmes commençant à couler. Je me sentais piégé et invisible, et comme si je gâchais ma vie. Quand ces hommes m'ont prêté attention, quand ils m'ont fait sentir désirable et importante, je suis devenu accro à ce sentiment. Alors, tu as décidé de faire éclater la vie de tout le monde pour courir après ce sentiment. Je me suis convaincu que si les gens s'aimaient vraiment, ils se battraient l'un pour l'autre, continua Karine. Je me suis dit que si ces mariages étaient solides, rien de ce que je faisais ne pourrait les menacer. C'est une rationalisation commode, dis-je. Je sais, murmura-t-elle. Je sais que c'était égoïste, cruel et stupide. Je sais que j'ai fait du mal à des innocents. Je sais que j'ai détruit tout ce qu'il y avait de bon dans ma propre vie en courant après quelque chose qui n'était jamais réel. Nous restâmes là en silence un instant. 2 personnes qui avaient partagé 15 ans de mariage et n'avaient maintenant plus rien à se dire. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, dis-je finalement. Mais j'espère que tu le trouveras sans faire de mal à personne d'autre. L'audience dura 20 minutes. Le juge examina notre accord de règlement, confirma que les 2 parties comprenaient et acceptaient les termes, et signa le décret, dissolvant notre mariage. Juste comme ça, 15 ans de vie partagée se terminaient officiellement. En sortant du palais de justice, je me sentis plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Pas heureux exactement, mais libre. Libre de la critique constante, libre des comparaisons avec d'autres hommes, libre de me demander si j'étais assez bon pour quelqu'un qui n'avait jamais valorisé ce que j'offrais. Patricia m'accompagna jusqu'au parking. Des regrets, demanda-t-elle. Concernant le divorce? Non, dis-je. Concernant le mariage, seulement d'avoir mis si longtemps à voir qui Karine était vraiment. Qu'est-ce qui vous attend? J'ai réfléchi à cette question en retournant à mon atelier. Qu'est-ce qui attendait un mécanicien de 42 ans dont la femme avait passé des mois à dire aux gens qu'il n'arriverait jamais à rien? La réponse me vint alors que je garais ma voiture et voyais la file de voitures en attente de réparation. Ce qui m'attendait, c'était la même chose qui m'avait toujours attendu. Un travail honnête, des relations sincères, et la construction de quelque chose de réel au lieu de courir après des fantasmes qui exigeaient de détruire le bonheur des autres. Ce soir-là, j'ai appelé Raphaël Moreau pour lui faire savoir que le divorce était prononcé. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-elle. « Libre, dis-je. »« Comment ça va avec vous et Jacques ?»« Mieux, répondit-elle. »« Nous déménageons à Lyon le mois prochain, mais nous y allons ensemble. » Il s'avère que faillir tout perdre était exactement ce dont nous avions besoin pour commencer à nous battre pour ce que nous avions. Je suis content, dis-je, et je le pensais. Daniel, dit Raphaël avant que nous raccrochions. Merci pour ce que vous avez fait cette nuit-là à votre fête. Je sais que ce fut douloureux pour vous, mais cela a sauvé mon mariage. Cela a sauvé tous nos mariages de différentes manières. Après avoir raccroché, je me suis assis dans mon petit appartement, pensant à cette nuit-là et à tout ce qui avait suivi. Karine avait raison sur une chose. Certaines personnes ne sont pas des murs qui s'écartent quand quelqu'un veut prendre ce qu'elles ont. Certaines personnes se défendent, et parfois se défendre signifie simplement s'assurer que la vérité éclate. 6 mois plus tard, j'ai appris par Justine que Karine avait déménagé dans une autre région et travaillait comme assistante juridique en attendant de savoir si sa licence d'avocat serait rétablie. Amélie Fournier avait gagné son procès civil, et Karine lui devait 50 000 € de dommages et intérêts. Les autres mariages que Karine avait ciblés guérissaient lentement, plus fort d'avoir traversé la crise ensemble. Quant à moi, j'ai développé mon entreprise de réparation automobile et j'ai commencé à fréquenter une infirmière nommée Carole, qui appréciait mon honnêteté et mon éthique de travail. Elle ne m'a jamais comparé à ses ex-petits amis, ne m'a jamais fait me sentir inadéquat pour travailler de mes mains, et n'a jamais traité les relations des autres comme des obstacles à son propre bonheur. Il s'est avéré que lorsque l'on cesse d'accepter moins que ce que l'on mérite, la vie a une façon de vous offrir exactement ce dont vous